on se fait chier après les fêtes, hein. Forcément, l'euphorie des fiestas de ces 2 dernières semaines ont finalement laissé place à un calme pesant et ennuyeux. Ou à une gueule de bois pour certains. Mais soyez rassurés, votre youtubeur préféré, toute personne qui citera un autre nom que le mien se verra banni, est tellement seul et insignifiant qu'il a passé ses 2 réveillons consécutifs à vous produire la meilleure vidéo qui soit. Mais quelle vie de merde! Oui, qui dit nouvelle année, dit meilleurs vœux. On va se faire une petite bise, on n'est pas des sauvages quand même. Mais dit aussi nouvelle saison, avec plein d'animés, des suites extrêmement attendues, des nouvelles pépites avec des histoires vraiment bonnes, certaines qu'on attend depuis très longtemps, et d'autres qu'on a déjà envie de découvrir. Et perso, quand j'ai vu toutes ces nouvelles œuvres qui arrivaient, j'ai eu envie de changer de méthode, de commencer cette nouvelle année en vous apportant du concret. Et pour ce faire, j'ai lu absolument tous les mangas des animés que je vais présenter dans cette vidéo. Bon, alors là, évidemment, il n'y a pas tout, hein. Vu que tout n'est pas licencié en France, j'ai dû trouver des scans sur des sites assez sombres. Il y en a même certains pour lesquels j'ai dû désactiver mon adblocks. Mais j'ai tout lu. Et par conséquent, je suis désormais capable de vous dire quel animé vaut vraiment le coup cette saison. Fini les spéculations! Du coup, il est temps de vous munir de votre petit papier, de quoi vous substanter aussi parce que la vidéo risque d'être un peu longue comme vous avez pu le voir. Et sur ce, il est temps de découvrir ensemble les animés de l'hiver 2025. Pendant les fêtes, vous avez bien bouffé. Maintenant vous ne souhaitez que digérer. Le problème c'est que vous ne savez pas quoi regarder. L'automne s'étant terminé, il n'y a plus rien à voir pour glander. Mais les vents est là pour vous sauver. Après avoir taffé sur son montage de ses morts, il est temps de parler des animés de l'hiver. Les animés de l'hiver. Et on commence avec I may be a guild receptionist but I'll solo any boss to clock out on time. Alina Clover est une femme jolie, souriante, très aimable et qui vit dans un monde rempli de dangers en tout genre. Démons, magie, menaces omniprésentes, un monde où la mort est perpétuelle en fait, hein. Et ça, Alina, elle le sait très bien, parce qu'elle est en réalité une réceptionniste de guilde. Oui, vous savez, toutes ces filles super jolies qu'on voit dans absolument tous les isekai quand le héros veut s'inscrire en tant qu'aventurier. Ce genre de personnage totalement insignifiant en général. Sauf la réceptionniste dans Konosuba, qui elle dégage quelque chose de vraiment particulier que je ne saurais qualifier mais qui me fait l'avoir constamment en tête quand on parle de réceptionniste de guilde. Et bah Alina est ce genre de personnage. Mais le truc c'est que elle en a ras le cul de son taf en fait, hein. Ouais, parce que à chaque fois elle est obligée de faire des heures sup à cause de la paperasse à remplir quand les aventuriers meurent au combat. Et des aventuriers qui meurent au combat, il y en a tous les jours. Surtout depuis le jour où ils se sont tous mis en tête de vaincre le dragon légendaire d'un tout nouveau donjon qui vient tout juste d'arriver afin de s'y attribuer les richesses et la gloire en premier. Sauf que ils sont tous trop nuls pour ça en fait. Alors forcément ils finissent tous par crever. C'est pas pour rien, s'il y a un proverbe qui dit « Si c'est trop dur, n'y va pas, ça finira forcément par faire mal ». Attendez, en fait non, ça c'est peut-être une phrase que j'ai entendue dans le biopic de Rocco Siffredi. Et du coup, Alina dans tout ça, elle est constamment en train de faire des heures sup. Sauf que comme je l'ai dit, elle en a ras le cul de ça en fait. Elle aussi, elle a envie de pouvoir glander chez elle à rien foutre. C'est pourquoi, elle décide elle-même d'aller fracasser la gueule de ce giga dragon une bonne fois pour toutes. Et ainsi plus personne n'ira tenter sa chance et de surcroît, plus personne ne mourra. Ce qui veut dire beaucoup moins de paperasse pour Alina. Ouais, parce que en réalité, faut savoir que Alina est hyper balèze. Et que là où en temps normal, il est primordial de former un groupe composé d'un guerrier, d'un soigneur, d'un mage et d'un tank pour espérer survivre dans un donjon, elle s'en bat les courgettes. Elle parvient à venir au bout du dragon en quelques secondes, grâce à une puissance que personne ne pensait possible d'ailleurs. Sauf que quand elle s'est pointée dans le donjon pour buter le dragon, il y avait déjà un groupe qui se fritait avec, et bien qu'il s'agisse d'un des groupes d'aventuriers les plus puissants qui existent, ils étaient eux aussi à 2 doigts de crever tellement ce reptile était redoutable. Ce qui fait que, vu qu'ils étaient présents sur les lieux, ils ont été témoins de cette puissance. Ils ont aperçu ce qu'ils ne pensaient absolument pas possible. Et c'est à ce moment-là que Jade, le leader du groupe en question, il a totalement été chamboulé, à tel point qu'il s'est mis en tête de retrouver la personne qui a fait preuve d'une telle force et de lui demander de rejoindre son groupe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Alina ne doit surtout pas montrer sa véritable force. Sinon, elle sera virée de son job de rêve. Alors, au premier abord, je suis conscient que l'animé a l'air giga gaze. Hein, je vais pas vous contredire, moi non plus, ça me tentait pas des masses. Mais j'ai lu une dizaine de chapitres, et en vrai, j'ai trouvé ça vraiment prenant en fait. Déjà, faut savoir que Alina, elle est géniale. Elle a vraiment un tempérament de grosse dure à cuire qui n'a rien à voir avec la fille mignonne réceptionniste qu'on voit en général dans les isekai. Non, elle sait ce qu'elle veut, elle est vulgaire, elle est impulsive, elle n'aime pas les gens, déteste devoir être sociable. En fait, elle veut juste être tranquille chez elle, sans croiser personne. Oh, la pauvre fille sans vie sociale, quoi. Cette grosse merde.
Et la voir essayer de remplir son rôle de réceptionniste toute souriante et toute gentille en cachant sa véritable personnalité, bah franchement c'est ce qui rend à la fois l'histoire plaisante à découvrir, mais aussi son personnage pas mal attachant au fur et à mesure qu'on le découvre. Après bon, voilà, ça reste l'histoire de fantasy classique où t'as un héros ultra pété qui doit cacher son pouvoir pour ne pas être repéré et qui, du jour au lendemain, va voir son quotidien être chamboulé au point de devoir de plus en plus utiliser ses pouvoirs, tout en se cachant pour ne pas dévoiler sa force au monde entier. Mais je sais pas, c'est plaisant en vrai. Non, je sais pas, cet animé je le sens bien. Ce sera pas la perle de l'année, hein, clairement pas, mais il dégage un truc qui fait que t'as envie de découvrir la suite et de vivre les aventures avec le groupe qui se forme petit à petit. Un groupe qui d'ailleurs à l'avenir sera pleinement diversifié pour ne pas totalement tomber dans les clichés. Il y aura des vieux, des BG, des kawaiinés, des têtes brûlées, des waifus, bref, il y en a pour tous les goûts. Et vraiment, mais les bastons sont vraiment agréables à suivre, parce que chaque personnage a un pouvoir très particulier qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans d'autres œuvres du genre. Bref, du coup, rendez-vous le 10 janvier sur Crunchyroll pour découvrir ça. Cet hiver, on aura également le droit à Welcome to Japan, Mrs. Elf. Kazuhiro, simple salaryman très banal, a une règle d'or à laquelle il se tient chaque jour. Quitter le taf à l'heure pour rentrer chez lui le plus tôt possible. Ouais, parce que une fois chez lui, il n'a qu'une seule envie. Pioncer. Bah ouais, parce que, en fait, depuis qu'il est petit, il fait constamment le même rêve. Se faire isekaied. Ça fait des années qu'à chaque fois qu'il s'endort, il se retrouve dans un monde bourré de fantaisie. Le truc, c'est que ses rêves paraissent vraiment réalistes. À tel point que, quand il meurt dans son sommeil, bah il se réveille instantanément dans le vrai monde. Bon, alors, ça a beau être réaliste, il sait pertinemment que tout ça n'est que le fruit de son imagination, hein. Après tout, ce ne sont que des rêves. Sauf qu'un jour, avec son amie Marie dans le monde des rêves, qui est une elfe, hein, soit dit en passant, il part explorer des ruines pour le plaisir. Mais tous deux tombent nez à nez sur un dragon légendaire qui les crame sans chercher à comprendre ce qu'il se passe. Et c'est de cette manière que Kazuhiro meurt sur le coup, en essayant de protéger Marie, dont il semble amoureux, hein, on va pas se mentir. Mais bon, c'est pas très grave, puisque comme je vous l'ai dit, mort dans le rêve égale retour dans le monde réel, jusqu'à la prochaine nuit en fait. Ouais. Sauf qu'à son réveil, son rêve a pris réalité. Marie, l'elfe qui l'affectionne dans l'autre monde, se retrouve à ses côtés, dans le vrai monde, complètement nue. Je vais rêver de Nathalie Portman, je vais rêver de Nathalie Portman, je vais rêver de Nathalie Portman, je vais rêver de Nathalie... Là aussi, je sais ce que vous vous dites. Wow, ça a l'air tellement cliché. Mais il y a une femme nue, alors bien sûr que je vais regarder. Sauf que non, je vous promets que j'ai adoré ma lecture pour celui-là. Oui, c'est un peu du déjà-vu. Ici, on est vraiment dans le type d'histoire d'isekai inversé où un héros qui vient d'un monde rempli de fantaisie se retrouve dans un monde beaucoup plus contemporain comme le Japon et qui prend vraiment plaisir à découvrir toutes les spécificités de ce monde en question. Mais, Welcome to Japan, Mrs. Elf, il a vraiment un truc très particulier qui te fait aimer ce que tu vois en fait. Les deux personnages principaux sont terriblement attachants. Ils sont véritablement complices, ils s'entraident, se respectent et s'aiment profondément, même si c'est pas dit explicitement. Ça se voit, je veux dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les héros peuvent voyager d'un monde à l'autre, hein. Ça j'ai oublié de le préciser, et pourtant c'est très important. Et c'est ça aussi qui rend le dynamisme de l'histoire vraiment excellent en fait. Parce que suivre leurs aventures tantôt dans le monde fantaisiste, tantôt dans le monde réel, où l'un apprend à l'autre les spécificités de son monde et inversement, bah ça fait que t'es jamais dans le même cadre trop longtemps, et que les péripéties vécues par les deux héros sont assez prenantes pour susciter l'intérêt. Ceci dit, l'histoire ne tourne pas uniquement qu'autour des deux héros, puisque très vite vous vous rendez compte qu'il existe toutes sortes de dangers, comme des giga-dragons peu amicaux, des civilisations qui doivent vivre cachées tellement elles sont vulnérables, il y a de la prise de niveau, de l'apprentissage de compétences, des bagarres. En fait, c'est comme si tu suivais un mec qui la journée allait au taf comme tout le monde, et la nuit geekait à mort dans un meuporg, sauf que lui, quand il quitte le PC, bah la waifu de son jeu va se coucher avec lui. Et rassurez-vous, même si c'est un isekai, il n'y a pas de harem dans cette histoire. Ok, vous avez deux personnages féminins dans le groupe de Kazuhiro, mais il y en a qu'une qui est véritablement amoureuse de lui en fait. L'autre, elle a déjà un mec et des gosses, donc bon. Il y a de l'aventure, on voit du paysage entre les différents coins du Japon, les nombreux paysages du monde fantaisiste. Non, franchement, c'est pas si mal. Moi, j'ai été pris dans ma lecture, et ça m'a donné envie de voir ce que la suite réservera aux héros, tellement ils étaient attachants. Voilà, c'est ça en fait le mot pour caractériser l'œuvre. Attachant. Quand tu finis un chapitre, t'as envie d'y retourner tellement tu t'y sens bien en fait. Enfin, j'ai lu que 10 chapitres, hein, je vous le rappelle, donc peut-être que par la suite ça devient complètement naze, dans ce cas-là, bon. Bref, écoutez, j'espère sincèrement que l'anime sera aussi satisfaisant que le manga en fait, et du coup, bah, faudra attendre le 10 janvier pour le savoir. On continue avec The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another World. Asakagi Togo est connu pour être le Ranger Rouge, un Ranger extrêmement puissant qui fait partie de la prestigieuse équipe des Kizuna Rangers, des Super Sentai qui aiment se battre habillés tout de cuir vêtu. Le truc, c'est que lors d'un combat contre le très puissant leader des Exterminators, les méchants, donc, hein, je pense que vous l'aurez compris avec le nom, bah Asakagi, il est obligé de se sacrifier pour pouvoir sauver la Terre. Sauf que, vu qu'on est au tout début de l'histoire, vous vous doutez bien que ce sacrifice n'est en réalité qu'un prétexte
prétexte pour pouvoir prétendre à l'envoyer dans un autre monde rempli de magie, de monstres en tout genre et de waifus agronibars. Et effectivement, puisque sans savoir vraiment comment, Asagaki, il s'est rendu compte que juste avant de crever, il a été téléporté dans un autre monde. Et à ce moment-là, bim, ellipse de 6 mois. 6 mois pendant lesquels il a parcouru ce nouveau monde, tenté de trouver un moyen de rentrer chez lui, mais surtout où il a été témoin de toute la misère qui régnait dans ce monde, et qu'il a donc laissé tomber l'idée de rentrer chez lui pour se battre ici et sauver tous les opprimés. Il a vraiment le cœur sur la main, ce Asagaki. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il rencontre Idola Avorn, une jeune magicienne puissante et... dis donc, je vous vois, hein. Vous êtes en train de noter l'animé dans votre liste à la suite de cette image alors que de base il vous intéressait pas du tout. Je le sais, hein. Parce que j'ai fait pareil. Idola, c'est une jeune mage qui rêve de redorer le blason de sa famille. Ouais, parce qu'il y a une paire d'années, sa famille possédait le titre de meilleur mage de la cour royale, et de ce fait, pouvait mener en toute tranquillité des recherches magiques dans le but d'apporter le bonheur à la population. Sauf qu'un jour, son daron, il a perdu un duel face à un autre mage. Et du coup, il a été exilé de la capitale. Ouais, c'est un peu arbitraire comme décision, je trouve. Et comme de par hasard, le nouveau meilleur mage de la cour royale, c'est un tyran. Un méchant bourgeois issu d'une famille de nobles qui n'utilise les paysans que comme des outils. Du coup, Idola, elle veut récupérer ce titre. Et ça, Asagaki, qui ne la connaît que depuis 10 minutes, ça le fait fondre instantanément en fait. Et du coup, lui qui ne cherche qu'à apporter la justice qu'apporte le monde dans lequel il se trouve, il va se mettre en tête d'aider Idola dans sa quête. Bon, alors... j'ai lu 2 tomes pour celui-là. Et je vous avoue que malgré tout ce que j'espérais pour cette histoire, je me suis vraiment forcé à aller jusqu'au bout du 2e tome. En vrai, je vais pas vous mentir, je suis très bon public en général, et cette histoire, elle est pas totalement mauvaise, loin de là. Beaucoup d'entre vous l'adoreront, j'en suis certain. Mais... c'est juste du déjà vu par excellence en fait. Vous avez un héros surpuissant qui vient à bout de tous ses ennemis en un temps record. Vous avez une waifu qui peu à peu craque pour lui et dont l'utilité se résume à se faire sauver le cul par le héros à chaque fois qu'un ennemi se pointe. Vous avez la traditionnelle phase de guilde pour devenir un aventurier. Les famosos méchants aventuriers qui vont harceler Asagaki et qui, 10 pages plus tard, se feront sauver le cul par lui-même. Vous avez du ecchi, des quiproquos, des sources chaudes, de la comédie parfois plutôt bonne, parfois un peu lourde. Bref, c'est l'isekai basique en fait. Le seul point que j'ai pas mal apprécié, c'est que visiblement, à l'issue du tome 2, on voit une petite équipe se former. Et dans cette équipe, on est loin du harem cliché qu'on a l'habitude de voir dans ce genre d'animé en fait. Alors je dis pas, je le répète, l'ambiance est plaisante, l'alchimie entre les 2 personnages aussi, l'histoire est même plutôt bonne quand on aime les choses simplistes. Mais sur le long terme, je pense que ça peut devenir très répétitif et moyennement intéressant. Ceci dit, j'essaierai tout de même de lui donner une chance une fois la saison terminée, parce que, ouais, je vous le redis, mais à la fin du 2e tome, il y a eu un petit vent de fraîcheur, un petit changement qui a été apporté à l'histoire et donc du coup au groupe, et ça m'a peut-être donné envie de lui laisser une chance, mais cette fois en animé, pas en lecture, parce qu'en lecture c'est un peu trop redondant. Bref, quoi qu'il en soit, pour le savoir, il faudra être présent le 12 janvier sur Crunchyroll. Autre annonce pour cet hiver qui, cette fois, me rend extrêmement heureux, Flower and Asura. Hana, c'est une jeune fille qui vit sur l'île de Tonakijama, une île très reculée, peuplée de seulement 600 habitants. C'est déjà plus que mon patelin avec ses 324 vaches. Mais ce qui caractérise vraiment Hana, c'est son don de conteuse d'histoire. Alors ouais, dit comme ça paraît aussi impressionnant que Sarko qui vous lirait Le Temps des Tempêtes. Bonjour. Mais en vrai, chez Hana, c'est un don exceptionnel. Quand Hana lit une histoire, toute l'île est subjuguée par son talent. Les enfants adorent l'écouter narrer ses récits tellement elle y met du cœur, les adultes sont époustouflés par ses performances scéniques d'une perfection absolue, et même les doyens la félicitent pour les émotions qu'elle parvient à transmettre. Sauf que tout ça n'est qu'une façade, puisqu'en réalité, Hana n'est pas très heureuse dans sa vie. Alors oui, raconter des histoires, ça la passionne vraiment, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, elle se sent extrêmement seule. Sauf qu'un jour, elle fait la rencontre de Usurai, une lycéenne scolarisée dans le lycée local, et qui est d'ailleurs présidente du club de diffusion de son école. En gros, c'est un club où les adhérents travaillent leur diction, leur façon de raconter des histoires, leur éloquence aussi, mais pas que. Et alors, en vrai, Usurai, elle est choquée par le talent de Hana, et veut absolument qu'elle rejoigne son club. Surtout qu'elle sait que Hana s'apprête à effectuer sa rentrée dans ce même lycée. Bon alors, enrôler Hana dans ce club, c'est pas gagné au départ, Elle qui est si timide, qui est si réservée et qui manque sérieusement de confiance en elle, c'est littéralement impossible. Sauf qu'avec le temps, et beaucoup de harcèlement de Usurai, elle va finir par accepter, et se joindre au groupe de diffusion du lycée. Et c'est là que sa vie va vraiment changer puisqu'elle va rencontrer plusieurs personnalités atypiques. Shudai, un garçon un peu taciturne qui est passionné par la conception de sons en tout genre. Matsuyuki, dont le calme et la maturité se ressent à travers sa diction. Anne, la tsundere du groupe qui derrière son côté brutal cache en réalité une sensibilité très touchante. Ryoko, la vice-présidente du club dont la gentillesse a le don de mettre tout le monde à l'aise. Et Setaro, le fou du bus, mais qui au final se révèle être très amical. Et c'est du coup avec ce petit groupe d'étudiants qu'elle va rejoindre que Hana va découvrir de nouvelles facettes de l'art de la narration et décupler son amour pour la lecture et l'expression orale. Honnêtement, s'il y a bien un animé dont je suis très curieux de voir l'adaptation, c'est celui-là.
Alors faut savoir que ici j'ai lu 2 tomes, et je peux vous assurer que j'ai vraiment adoré. Ce qui rend ce récit si prenant, ce sont avant tout ces personnages. Maman, qu'est-ce qu'ils sont bons ces personnages! Ce que j'aime, c'est que les relations entre eux se construisent progressivement, avec une sincérité et un réalisme touchant. On plonge dans leur psychologie, dans leurs histoires personnelles, souvent poignantes. Oula, j'ai plus de voix, ça y est. Pardon. Et on ne peut s'empêcher de s'attacher à eux. Leur passion commune pour la lecture évolue de manière inspirante, presque contagieuse en fait. Et c'est ça qui est fou. Bah ouais, parce que même si pour nous, weeb, les livres, ça sert plutôt à caler des meubles qu'à les ouvrir, l'œuvre réussit à transformer cette passion en un spectacle vibrant. Je vous jure que je me suis pas ennuyé une seule minute pendant ma lecture, parce que en fait, chaque performance est mise en scène de sorte à rendre le tout très vivant. Enfin bref, je pourrais vous parler pendant des heures de cette œuvre, parce qu'elle a tout pour être sensationnelle en fait. La façon dont elle parle de la reconstruction émotionnelle, de l'expression personnelle à travers la lecture, de l'impact des mots et de la voix, la manière dont l'art peut rapprocher des individus et aider à s'exprimer et surmonter des difficultés. Mais ça ne ferait que prolonger cette vidéo qui est déjà excessivement longue. En attendant, sachez que l'anime sera disponible à partir du 7 janvier 2025. Mais pour le moment, toujours pas de licence de ses morts annoncée. Et honnêtement, pour un tel banger, j'espère que ça va pas tarder, vraiment. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un isekai, non? Et justement, cette saison, on aura également le droit à The Daily Life of Middle-Aged Online Shopper in Another World. Kenichi est un mec de 38 ans qui, après avoir bossé toute sa vie pathétique, se fait soudainement téléporter dans un nouveau monde. Et alors, bon, il y a strictement aucune raison logique à sa téléportation, hein. Il arrive dans une forêt, il découvre qu'il a le pouvoir de vendre et d'acheter absolument n'importe quoi grâce à une compétence qui lui permet d'ouvrir une sorte de boutique en ligne. Ah d'accord, il n'y a même plus d'effort pour le cacher en fait. Et du coup, grâce à cette capacité, il se dit qu'il va pouvoir s'enrichir et enfin vivre la vie tranquille qu'il convoite tant. Et c'est exactement ce qu'il va faire en fait. Profiter des plaisirs simples de la vie. Alors, si comme moi vous avez fortement apprécié Heroskill, vous vous dites forcément que cet animé va satisfaire vos attentes. Non. L'histoire, elle est giga cliché en plus d'être totalement merdique et dénuée de sens. Chapitre 1, il arrive dans ce nouveau monde rempli de fantaisie, il se découvre un pouvoir qui lui permet d'acheter et de vendre tout ce qu'il veut, il affronte une meute de loups avec un lance-pierre acheté sur son site alors qu'il s'est jamais battu de sa vie quand il était sur Terre, il se rend dans un village voisin et boum, meuf à poil dans son lit. Et comme ça, sans prévenir. Ah, c'était mon premier boob screamer, dis donc. J'ai sursauté quand j'ai tourné la page. Chapitre suivant, reboom. Il rencontre une fille chat qui ressemble à une gamine de 12 ans et qui montre direct un intérêt corporel à son égard, alors qu'il en a 38. Page suivante. Ah, même pas chapitre suivant. Page suivante, carrément. Il rencontre une maid à la poitrine voluptueuse qui elle-même lui fera rencontrer une autre waifu, gros nibar, qui par la suite finira elle aussi à poil chez lui. Et du coup, quand tu vois ça, en tant qu'homme, tu te dis, c'est de l'art. Et en tant que fan d'animé qui en a marre de voir des histoires aussi moisies, tu te dis... Ça reste de l'art, hein, je suis désolé. Non, en vrai, j'ai pas pour habitude de dire ça en général et d'être aussi négatif sur un travail artistique. Mais clairement, là c'est naze. Ça se sent que l'intérêt derrière ça, c'est de faire du pognon en fait. Je suis désolé, y a rien qui mérite d'être défendu dans cette œuvre. Le concept est déjà vu 1000 fois et 10 fois mieux exploité dans Heroskill. Les personnages, c'est juste des nibards sur pattes ou alors des gamines au visage enfantin qui crushent sur un mec paumé de 38 balais. Je vais être honnête, mais regarder des chiottes après le passage d'un mec qui aurait la gastro reviendrait au même en fait. Je sais même pas pourquoi je m'attarde sur ce truc en fait. Allez, on passe. Blablabla, 9 janvier 2024, blablabla sur Crunchyroll. Sur Crunchyroll en plus? Ah d'accord. Ça là, ça n'a toujours pas de licence, hein, pour que vous preniez bien conscience de la chose. On voit tout de suite où est l'intérêt de Crunchyroll. Autre annonce pour cet hiver avec Headhunted to Another World. Ça veut beaucoup d'Another World, non, quand même pour l'hiver là. Uchimura est un simple salariman qui passe tout son temps à bosser. Non mais dites-vous qu'il est efficace à tel point qu'il est même envoyé à l'étranger pour justement négocier des contrats bien plus juteux en fait. Sauf que, c'est justement en partant à l'étranger, et plus précisément à Taipei, qu'il se fait renverser par Scooter-kun. Bon, alors sa localisation elle est pas vraiment stipulée au moment de sa mort, hein, mais une mort par Scooter-kun, c'est typiquement du Made in Taiwan, hein. Sauf que votre LV1 anglais a compris, rien qu'en lisant le titre, qu'en fait, il est pas vraiment mort, puisque au moment où il se trouvait dans l'au-delà, il s'est fait invoquer par le roi des démons, qui n'est nul autre que Goldorak, hein, on va pas se mentir. Ouais, parce qu'en fait, le roi des démons, il a besoin d'un nouveau Shitenno, en gros une sorte de général des enfers. Mais il a pas besoin d'un mec puissant, non, loin de là, il sait pertinemment d'ailleurs que Uchimura, il est tout pété et qu'il n'a aucun pouvoir. Non, ce dont il a besoin, c'est d'un négociateur. Un négociateur qui sera chargé de rallier toutes les races démoniaques à la cause du roi démon. Les orques, les hommes bêtes, etc., etc. Et donc, vu que Uchimura n'a pas le choix, enfin si, mais pour le bien de l'histoire, il décide d'accepter, hein, vous vous en doutez, il va alors faire équipe avec Ulmander, une puissante démone qui se chargera de la castagne, quand Uchimura, lui, se chargera d'user de ses talents de négociateur hors pair pour parvenir à rallier le plus de monde à l'armée du roi démon. Bon, alors, dit comme ça peut paraître très chiant, encore une fois. En même temps, dès qu'il y a un Another World dans le titre, je suis désolé, mais ça en dit long sur le contenu, hein. Sauf que,
en vrai de vrai, le début de l'histoire, il est vraiment bon. Je vous promets qu'on est dedans dès le début en fait. Ça fait du bien de voir un héros qui n'est pas pété en termes de puissance, mais pété en termes d'intelligence. Surtout dans un monde où les démons sont vraiment teubés pour le coup. Mais là où le manga m'a beaucoup surpris, c'est que les phases de négociation sont vraiment plaisantes à suivre en fait, parce qu'elles abordent tout type de thèmes, et le font de manière très mature et particulièrement réaliste. Lutter contre le patriarche, trouver une solution pour aider un peuple à sortir de la pauvreté, permettre aux plus démunis d'accéder aux soins, etc. Pardon, je viens de manger. Etc, etc. Non mais dites-vous que des fois t'as carrément des cases remplies de textes et de schémas pour expliquer comment bien négocier avec un tiers, tout en faisant un parallèle avec le monde réel et le monde fantaisiste. Et franchement ça c'est génial. Outre ça, les relations qui se construisent sont assez drôles, les dialogues entre chaque personnage te donnent envie de t'investir dans l'histoire. En même temps, quand vous avez des explications de cette qualité, vous ne pouvez que vous sentir investir dans l'histoire. Enfin, moi personnellement, je me suis senti investi. Non, franchement, j'ai kiffé jusqu'à la première moitié du premier tome. Ouais. Parce que après, je ne sais pour quelle raison, l'auteur s'est dit un truc du genre. Bon bah voilà, je viens tout juste d'écrire 5 chapitres de mon manga qui sont vraiment exceptionnels. Maintenant j'ai envie de lui pisser dessus. Bah ouais, parce que à partir d'un certain moment, l'histoire retombe en plein dans les travers du genre isekai. T'as un harem qui se forme, avec des filles qui tombent toutes amoureuses du héros, alors qu'elles le connaissent depuis quelques jours et qu'il est tout faible. T'as une des filles qui, au début, tu la rencontres parce qu'elle dit vouloir se battre contre le patriarcat imposé par les ogres, et qui plus tard te dit qu'elle rejoint le groupe de Uchimura juste pour faire le ménage et qu'elle serait honorée d'être la subordonnée du héros. En même temps, les Japonais se battent contre le patriarcat. Bon, déjà là, c'était un peu surréaliste, hein. Mais dites-vous que là où ils sont giga forts, c'est qu'ils arrivent même à justifier le ecchi en précisant que si les femmes s'habillent avec des morceaux de tissu aussi peu conséquents, c'est justement pour montrer leur puissance. Parce qu'apparemment, dans ce monde, les démons doivent être musclés pour bien contrôler leur magie. Ah, il est fort le salaud qui a écrit ça quand même, hein. Non, du coup, on peut pas totalement le contredire. Ah, c'est dommage, je vais être obligé de regarder l'animé. Bah ouais, si ça avait été un ecchi, j'aurais pas regardé. Mais là, c'est justifié en fait. J'ai pas le choix. Non, écoutez, ça partait vraiment bien, mais la suite, c'est vraiment pas mon style pour le coup. Après, si vous aimez les nibards, les scènes de quiproquo dont le sujet principal est le cul, et les héros entourés de femmes en chaleur, ça pourrait vous plaire. Bref, techniquement, vous avez déjà dû voir le premier épisode puisque l'animé est sorti le 1er janvier 2025 sur Crunchyroll, et donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Autre romance annoncée pour cet hiver avec I'm Getting Married to a Girl I Hate in My Class. Cet animé, comme vous pouvez le voir, est une romance. Et comme dans toute romance, quand vous voyez ça, vous vous attendez forcément à deux personnages qui, très vite, apprennent à se connaître pour finir par tomber amoureux par la suite. Typique du genre, me direz-vous. Sauf qu'ici, c'est tout l'inverse. Saito et Akane sont deux lycéens qui se connaissent parfaitement, puisque depuis leur plus jeune âge, ils sont ennemis. Mais genre, vraiment ennemis. À tel point que dès qu'ils se voient, c'est pour se balancer des fions à tout va. Et du coup, quand tu commences une histoire pareille, bah tu te dis que ça change un peu. Tu te demandes même comment ces deux personnes totalement opposées vont finir par tomber amoureux, et de ce fait, bah t'es directement intrigué par cette histoire. Sauf que, très vite, le manga m'a fait un giga fuck, je vais pas vous mentir. Ouais, parce que, vu que leurs grands-parents s'aimaient quand ils étaient plus jeunes, mais qu'ils n'ont jamais réussi à se mettre ensemble, bah ils estiment avoir loupé leur bonheur en fait. Ils ont certes été mariés pendant longtemps, mais aujourd'hui, tous deux veufs, ils trouvent qu'ils auraient nettement été plus heureux s'ils avaient été ensemble depuis le début. C'est quoi cette mentalité de con là? Et du coup, ils trouveraient ça dommage que leurs petits-enfants respectifs subissent les mêmes regrets. Ils se détestent, ne peuvent pas se voir en peinture, mais ces deux croutons là, ils se disent que ce serait une bonne idée de les forcer à se mettre ensemble. Et alors, il n'y a pas de discussion possible, hein. Sinon, c'est simple, ils seront déshérités. Du coup, bah, ils se marient en un jour, et à partir de ce moment-là, c'est le début d'une histoire écrite avec le cœur. Quand j'ai découvert l'œuvre, je m'attendais réellement à une histoire mignonne et attendrissante sur l'amour naissant entre deux lycéens qui se détestent. Vous savez, El famoso enemy to lovers. Sauf que, quand j'ai lu le premier tome, mes espoirs ont complètement été anéantis, hein. Déjà parce que la logique de l'histoire est complètement claquée au sol. Non seulement ça les force à être ensemble alors qu'ils se détestent, mais en plus ça trouve des excuses à foison pour les forcer à faire des trucs de couple dès le premier chapitre. En mode, vous n'avez pas le droit de dormir séparément, hein. J'ai mis des capteurs un peu partout de toute façon. Je le saurai si c'est ça, donc dormez ensemble, sinon vous êtes déshérités. Mais ta gueule. Oui, parce que les deux héros vont avoir une vraie vie de jeunes mariés. Et donc, bah, ils vont cohabiter ensemble. Et vous savez quoi? Comme j'en ai marre de me répéter, je vais juste reprendre les propos que j'ai affirmés il y a quelques semaines en parlant de Blue Box. Assez pour vous dire que quand deux personnages destinés à être les héros d'un animé romantique se mettent à cohabiter ensemble, ça finit forcément par partir en couille. Et non, c'est pas une métaphore, c'est littéral. Cette histoire n'est que du cul à foison. Du cul, du cul, du cul. T'as la fameuse scène du dodo ensemble avec le fameux cliché du mec qui touche une partie du corps de la fille sans savoir ce que c'est, alors qu'il faut être giga con pour pas comprendre ce qu'il se trouve en bas du dos d'une personne. Je me demande quelle est cette chose. Ok, c'est un cul, c'est un cul.
T'as la fameuse scène du bain aussi. Hop, que je rentre par inadvertance dans la salle de bain parce qu'au Japon y a pas de serrure, c'est bien connu. Hop, que je m'endorme dans le bain et qu'il faut que je me fasse sauver. Sauf que je ne me réveille uniquement que quand je me retrouve à poil sur le mec. Mais bon sang, mais... Nique ta mère. Je suis en train de péter un plomb, je le sens. Non mais sans déconner, je deviens fou. Non écoutez, si vous avez aimé Presque Marié, machin truc là, bah regardez cet animé, hein, ça vous plaira forcément. Bon perso, je pense que vous l'avez compris, mais je vais juste zapper. Bref, l'animé est prévu pour le 3 janvier, donc ça veut dire que bah là le premier épisode est déjà disponible, hein, donc si vous voulez vous pouvez aller le voir. Et en plus sur Crunchyroll. Ah bah forcément, vu qu'il y a du cul, c'est déjà licencié, hein. Autre isekai prévu pour cet hiver, mais attention, ne passez pas tout de suite parce que celui-là, il pourrait vraiment vous surprendre. Magic Maker Isekai Mao no Tsukurikata. Avez-vous déjà entendu parler de la prophétie du mage noir? D'après des textes anciens retrouvés sur les sites archéologiques de JVC, le fameux Jean-Votre Clordam, il est dit que tout être parvenant à atteindre l'âge de 30 ans sans jamais succomber aux délices charnelles, autrement dit qu'il serait toujours puceau, serait alors éligible au rang de mage noir. Un rang qui vous permettrait de faire preuve d'une certaine magie. Eh bien, l'histoire de Magic Maker nous raconte celle de cet homme, qui a totalement cru à ses conneries. Ouais, parce que le mec est giga passionné par la magie, hein, faut le savoir. Il rêve tellement de pouvoir la maîtriser un jour qu'il a même décidé de rester puceau jusqu'à ses 30 ans pour pouvoir devenir un mage. Sauf que bon, même les platistes savent pertinemment que tout ça n'est que bullshit en fait. Et du coup, en plus d'être giga con, il est giga deg. Sauf que, pour une raison totalement inconnue comme tous les isekai qui existent, ce dernier, il crève dans la minute qui suit d'une crise cardiaque. Bon, je suis d'accord, là il y a vraiment plus d'efforts qui sont faits. Hein. Et comme d'habitude, quand vous voyez le mot isekai dans le titre, vous avez compris, hein. Il va se faire réincarner dans le corps d'un bébé nommé Shion. Et alors, bon, en voyant ça, il sait pertinemment ce qu'il attend. Je vous rappelle que c'est un mage noir. Des isekai, il en a vu des tonnes. Ce mec est sans doute le héros auquel on peut le plus s'identifier de toute ma chaîne. Ne niez pas, ne niez pas. Il sait qu'il s'apprête à vivre dans un monde rempli de magie, où il sera entouré de jolies filles qui composeront son harem, et où il sera un être divin. Ouais, sauf que non. Puisque le jour de ses 3 ans, il apprend que la magie n'existe pas dans ce monde en fait. Et du coup, il déprime comme jamais. En même temps, le bouc se fait réincarner dans un monde où il y a des monstres, où pour survivre convenablement, il faut torcher le cul des poules et ratisser la bouse, et où dans tout ça, la magie n'existe pas. Tu m'étonnes qu'il a l'impression de l'avoir dans le cul, hein. Et alors, pour le réconforter, sa sœur décide de l'emmener dans un endroit secret, un lac géant sur lequel, durant la nuit, des centaines de boules lumineuses se mettent à flotter dans les airs. Pour Shion, nul doute possible. Ce phénomène pourrait être un semblant de magie. Alors oui, c'est un isekai, ça ressemble à tout ce qu'on a déjà vu, mais en vrai, c'est excellent. Au point même où j'ai acheté les 2 tomes suivants tellement j'étais à fond dedans. Oui, je suis actuellement fauché. Alors, premièrement, il faut que je vous avoue que j'ai ressenti une petite vibe Mushoku Tensei quand je me suis plongé dans l'œuvre. Attention, hein, très légère, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. T'as l'impression d'avoir une petite similitude, toute petite, hein, mais assez pour te donner envie d'en savoir un peu plus. Bon, le truc qui est différent par rapport à Mushoku Tensei ici, c'est que le héros n'est pas une sombre merde, hein, non. Tu sens qu'il est vraiment passionné par la magie, et quand il découvre que ça pourrait finalement exister, c'est pas le genre de mec qui va devenir ultra pété en un rien de temps. Non, pas du tout. On suit un héros plein de curiosité et de détermination, qui veut non seulement maîtriser la magie, mais surtout la comprendre dans ses moindres détails. Et en vrai, il y a quelque chose de très inspirant dans cette idée de repartir de zéro, d'essayer, d'échouer, puis de réussir enfin. Vraiment, quand j'ai lu le manga, j'étais pris dedans parce que tu le vois vraiment évoluer, grandir, comprendre au fil du temps, et franchement, c'est fascinant, vraiment. Ce qui m'a marqué dès le début, c'est la minutie avec laquelle la magie est construite en fait. Dans chaque page, t'as vraiment la sensation de recherche et d'expérimentation. Et au fil de ta lecture, tu sens vraiment que l'auteur s'éclate à imaginer des systèmes complexes, des formules et des mécanismes pour rendre vraiment la magie ultra crédible et vraiment fascinante pour celui qui la maîtrise, mais aussi et surtout pour celui qui la découvre. En gros, nous. Et en vrai, quand t'es témoin de tout ça, de toutes ces explications, de toute cette mise en scène, de toutes ces expériences, t'as vraiment l'impression de suivre un cours passionnant de physique en fait. Et du coup, en plus d'être fascinant à découvrir, c'est vraiment amusant aussi. Alors, soyez rassurés parce que aucun harem n'est présent dans cette histoire. Les 2 seuls personnages vraiment principaux de l'histoire sont dans les 2 premiers tomes, et ils sont au nombre de 2 en plus. La sœur de Shion, qui n'a vraiment aucune relation ambiguë avec lui, vous verrez, et l'une de ses amies, qui elle pour le coup a un petit béguin, mais c'est pas du tout la direction que veut prendre l'histoire, vous verrez. Bon, outre ça, même si c'est pas omniprésent dans l'œuvre, vous avez tout de même de la bagarre, vous avez de l'aventure, vous avez une histoire qui tient vraiment la route et qui tient vraiment en haleine. Le seul truc qui me perturbe un peu dans tout ça, c'est que le manga se termine en 3 tomes. Je sais pas en combien d'épisodes l'animé sera adapté, mais j'ai très peur que ce soit rushé en fait. J'ai peur qu'on zappe les 2 premiers tomes qui sont vraiment concentrés sur la construction de la magie pour direct passer à l'arc bagarre qui se situe dans le 3e tome. Je trouverais vraiment ça
ça horrible, parce que pour moi c'est réellement le point fort de cette histoire en fait, sa magie. Enfin bref, écoutez, faudra être là le 8 janvier 2025 sur Crunchyroll pour découvrir ça, et j'espère sincèrement que cet animé sera aussi qualitatif que le manga, parce que je pense qu'on peut tenir là une petite pépite qui raviront ceux qui en ont ras le cul des isekai vraiment génériques. On continue maintenant avec une petite romance prévue pour cet hiver avec I Have a Crush at Work. Tateishi et Mitsuya sont deux collègues qui ne se supportent absolument pas. Pour tout vous dire, quand ils se croisent dans l'entreprise, ça se balance des fions à tout va tellement ils se haïssent. Du coup, bon, leurs collègues, ils ont bien compris, ils ne peuvent pas se piffrer. Merci Captain Obvious. Et pourtant, tout ça n'est qu'un leurre, puisqu'en fait, Tateishi et Mitsuya sont en couple. Mais ça, personne ne doit le savoir. Premièrement, parce que ça les gênerait trop que tout le monde le sache, hein. On est au Japon, je vous rappelle, le succès se tenir par la main, ça se débloque aux 10 ans de mariage à peu près. Et aussi parce qu'ils veulent vraiment que leur relation fonctionne, pour que personne ne puisse s'immiscer dans leur couple, et ainsi briser leur romance en fait. Et donc, leur but, ça va être de se focaliser sur leur relation de couple, de sortir ensemble, de dormir ensemble, de passer leur temps ensemble. En gros, de faire en sorte que ça marche vraiment entre eux, mais surtout de ne jamais se faire prendre. Enfin, par les autres, je veux dire, hein, parce que Mitsuya, pour le coup, ça la dérange pas. Pardon. Et à partir de là, c'est tout. Ouais, parce que bon, l'animé vous promet de la romance, et pour le coup, c'est exactement ce que vous obtenez en le commençant en fait. Le couple se forme dès le début, vous n'attendez pas 25 tomes pour les voir flirter ensemble sans se faire prendre par les autres. Non, c'est mignon, c'est drôle parfois, c'est attendrissant même, et en vrai, par moments, c'est aussi assez représentatif de la vie de couple, hein. Mais au-delà de ça, l'histoire, elle est pas non plus exceptionnelle, hein, on va pas se mentir. En fait, c'est très épisodique pour tout vous dire. Chapitre 1, tu les découvres en train de cacher leur relation à tout le monde. Chapitre 2, tu les vois se croiser dans un ascenseur alors que tous leurs collègues sont là et donc doivent faire attention à ne pas se faire prendre. Chapitre 3, après avoir couché ensemble, ils doivent se rendre au travail sans se faire cramer. Et c'est comme ça à chaque chapitre au final. Un chapitre, une péripétie en gros. Sauf à la fin du premier tome, où il y a un sacré retournement de situation. Ceci dit, voilà, c'est pas mal. C'est frais, c'est cool, c'est amusant. J'ai pas ressenti de lassitude en lisant le premier tome. Ça se lit bien et les histoires sont suffisamment drôles et variées pour donner envie d'en savoir plus. Donc est-ce que ce sera l'animé à suivre absolument cette saison? Non. Est-ce que ça sera l'animé chill de la saison? Ouais, sans doute. Et donc du coup, si votre truc c'est la chillance, rendez-vous le 6 janvier 2025 pour découvrir ça. Bon, ceci dit, notez que pour le moment, il n'y a aucune plateforme qui a été annoncée. Donc ce sera sûrement sur un site sombre que vous irez voir ça. Autre animé annoncé pour cet hiver avec I Want to Escape from Princess Lessons. Elle, c'est Laetitia, une fille qui, depuis 10 ans maintenant, souffre le martyre. Parce qu'en fait, quand elle était plus jeune, elle a rencontré le prince Clark de manière totalement inopinée. Elle lui est tombée dessus et paf, il est tombé fou amoureux d'elle. Ah, précoce le môme. Et du coup, après ça, Laetitia, elle a dû entreprendre un long et très horrible apprentissage pour devenir une véritable princesse. Comment bien se tenir en tant que dame, comment bien manger, comment bien s'occuper de son mari, comment parler avec élégance. Et du coup, ce calvaire, il a duré 10 ans. 10 ans pendant lesquels elle a véritablement souffert, quoi. Alors, forcément, elle a qu'une envie, se barrer et être enfin libre. Et son rêve va devenir réalité, figurez-vous, puisque l'histoire commence avec le prince qui, durant une réception, se pointe avec une autre femme à son bras, et affirmant que ses fiançailles avec Laetitia sont rompues. Bon, alors, à ce moment-là, même si la foule est choquée parce qu'elle attendait pas une telle réaction, c'est le soulagement pour Laetitia. Elle se dit qu'elle est enfin libre. Elle fait un giga fuck au prince de ses morts, se tire du royaume Fissa et se barre dans la cambrousse pour pouvoir enfin profiter de la vie. Être libre, en fait. Sauf qu'en réalité, le prince, il a pas du tout l'intention de mettre fin aux fiançailles avec elle, en fait, hein. Non, parce que figurez-vous que cette fille avec qui il était lors de la cérémonie, c'était juste une escorte pour la rendre jalouse. Chérie, je m'en vais voir une prostituée. Mais attention, hein, je fais pas ça par plaisir. Je le fais juste pour que tu sois jalouse et que tu prennes conscience d'à quel point tu m'aimes. Des fois, j'ai l'impression d'être le seul à faire des efforts dans ce couple. Et du coup, le cauchemar recommence pour Laetitia, puisqu'elle va être obligée de retourner au manoir, de reprendre sa formation de princesse, épouser le prince qu'elle n'aime absolument pas. Et en vrai de vrai, je crois très sincèrement que c'est l'histoire la plus frustrante que j'ai eu l'occasion de découvrir. Non mais sans déconner, y a rien qui va dans cette histoire. C'est de la pure séquestration. T'as son frère le gigalèche-cul qui l'empêche de se barrer et qui la force à épouser le prince parce que bon, c'est une femme. Elle n'a pas son mot à dire en fait. C'est pas si mal les shoujo finalement. T'as l'escorte qui met des bâtons dans les roues de Laetitia parce qu'elle veut pas avoir à subir le même sort qu'elle. Ah, jolie solidarité féminine ça. Et t'as ce prince qui, bordel, me donne envie de le gifler à chaque fois que je le vois. Séquestration, harcèlement, forcing. Il a rien pour plaire le con. Pire encore, c'est juste une saleté d'harceleur en fait.
Mais bon, il est giga beau, alors on pardonne. Pourtant tu vois bien que Laetitia ne veut pas de lui. Elle lui fait même bien comprendre en fait, mais il en a rien à foutre. Alors, autant vous dire que l'animé il est pas franchement attendu, hein. En même temps, quand vous voyez les commentaires sous les scans... Bref, je me suis forcé pour lire les 7 premiers chapitres, je vais pas vous le cacher, hein. Ça m'a frustré, ça m'a énervé, y a aucun personnage appréciable, y a même pas de bonne vanne, c'est juste chiant et pas du tout divertissant. Et le pire dans tout ça, c'est que vraiment je n'ai aucune connaissance de la suite de l'histoire, mais je suis persuadé que l'histoire va faire en sorte qu'elle tombe amoureuse du prince en fait. Et c'est peut-être ça le pire au final. Bref, sachez que l'animé est déjà disponible à l'heure où je vous parle en fait, puisqu'il est sorti le 5 janvier 2025 sur Crunchyroll, donc aujourd'hui en fin de compte. Et voilà, libre à vous d'aller vous faire un avis, hein. Autre petite romance prévue pour cet hiver avec Anyway, I'm Falling in Love with You. L'histoire nous emmène dans le quotidien de Mitsuo, une jeune lycéenne de 16 ans qui vit la vie rêvée de toute fille de 16 ans, hein, puisqu'elle est entourée de giga beaux gosses. Mais genre littéralement entourée, puisque ses 4 amis d'enfance sont les mecs les plus hot de tout le lycée en fait. Même moi je suis prêt à rebalancer mon slip quand je vois ça. Vous avez le nerd à lunettes ultra sexy, alors qu'en réalité un nerd à lunettes ça ressemble à ça. Ouais. Vous avez l'intello très doué en cours mais extrêmement renfermé sur lui-même qui provoque un petit côté bad boy qui fait de l'effet. Vous avez le mec fashion qui sait comment s'habiller pour être ultra stylé. Et vous avez même le sportif super sculpté qui, à ses heures perdues, sert de chaudière pour la jante féminine. Et c'est d'ailleurs ce dernier qui nous intéresse. Non pas que les autres sont inutiles, hein, non. Mais surtout parce que lui, bah il veut pas être ami avec Mitsuo. Il veut bien plus. Et du coup... il est malin le Boog, parce qu'il décide d'attendre le jour de l'anniversaire de Mitsuo pour se confesser. Jour durant lequel cette dernière a compris que son père avait totalement zappé son anniversaire, que tous les événements scolaires, festivals comme événements sportifs, étaient annulés à cause d'une pandémie mondiale. Ouais, l'histoire se passe en 2020. Et surtout, jour durant lequel elle s'est fait rejeter par son crush. Et du coup, c'est à ce moment-là, hein, ce jour précis, ce jour où tout allait mal dans la vie de Mitsuo, que Kizuki, le sportif donc, a décidé de se confesser, de l'agresser. Forcer son ami à l'embrasser, il y a que les japonais que ça fait bander, hein. Et Patrick Pauvre d'Arvor. Sauf que Mitsuo, elle se dit... Ouais, bon, je suis sûre il a fait ça pour me réconforter de mon râteau en fait. Et puis, avec le temps, elle commence à s'intéresser de plus en plus à celui qu'elle voyait jusqu'à aujourd'hui comme un petit frère. C'est Glock. Elle le regarde, passe son temps à rougir quand elle le voit, passe du temps avec lui, dort collé à lui. C'est encore plus Glock. Et au final, bah elle finit par se laisser tenter. Et... c'est là, en fait, que commencent les vrais problèmes, puisque Kizuki n'était que le début. Oui, en voyant cette affiche, vous savez pertinemment ce qu'il va se passer. Ah bah, Alexis Chen, il l'a dit, l'amitié entre un homme et une femme, ça ne peut pas exister. À croire qu'il avait raison. Bon, alors, en vrai, de vrai, c'est plutôt une histoire sympa, je vais pas vous mentir. C'est mignon, c'est doux, c'est attachant, même s'il y a des trucs parfois limites, hein, disons-le. En fait, voilà, je vais être honnête, c'est juste une giga romance, clairement. Toutes les discussions tournent autour de l'amour sous toutes ses formes, hein, les confessions maladroites, les hésitations, les moments de tendresse, l'histoire et ce genre d'intrigue avec des polygones amoureux carrément, hein, puisque au départ t'as une romance bien claire, et d'un coup, bim, on te rajoute un triangle amoureux inopiné, histoire d'avoir une 3e dose de romance toute mignonne. Ceci dit, pour un animé qui se passe pendant une certaine crise pandémique, la 3e dose elle est raccord, me direz-vous. Et en soi, c'est plutôt mignon et doux, hein, je le redis. Honnêtement, j'imagine que l'animé pourrait offrir une expérience ultra chill. Ceci étant dit, malgré ces moments fort discutables, il y a dans Anyway I'm Falling in Love with You des idées qui méritent qu'on s'y attarde. L'une des plus intéressantes, c'est pour moi l'utilisation de sauts temporels entre 2020 et 2030. Ouais, parce qu'en fait vous allez suivre 2 temporalités dans l'histoire, hein. Le passé de Mitsuo, où l'histoire principale se déroule en découvrant avec qui elle a eu ses premiers béguins, etc., etc. Et l'histoire de la Mitsuo du futur. Et honnêtement, je trouve que ces transitions, bah, ça permet de voir ce qui est devenu Mitsuo dans le futur et de découvrir petit à petit les événements qui l'ont mené à ce point dans le passé. C'est une approche intelligente et particulièrement intrigante parce que bah, ça rajoute une sorte de dimension de mystère à une histoire qui, sinon, pourrait paraître trop linéaire en fait. En fait, c'est pas seulement une histoire d'amour d'adolescent, c'est aussi un récit sur les liens d'amitié, les non-dits et la manière dont les relations évoluent avec le temps. Enfin bref, quoi qu'il en soit, cet animé pourra pas plaire à tout le monde, hein, j'en suis parfaitement conscient, mais si toutefois vous êtes intéressé par ce genre, alors bah rendez-vous le 9 janvier 2025 sur Crunchyroll. Autre très grosse annonce pour cet hiver aussi avec Hubelblatt. Bon alors, je suis pas sûr de la prononciation, mais on fera comme si, hein. Il y a longtemps, l'armée de Wishtech menaçait de s'attaquer à un territoire nommé Zalanden. Bon, là encore, ma prononciation est sûrement à chier, mais on a compris, je vais pas le dire à chaque fois. Du coup, pour contrer cette attaque, ben l'empereur de Zalanden, il a eu une idée. Recruter 14 guerriers assez puissants pour défendre le territoire. Et pour les reconnaître, ben il leur a attribué à chacun d'entre eux une lance en guise d'arme. Bon alors, qui dit puissant ne dit pas forcément infaillible. Et l'histoire le prouve, parce que parmi
les 14 guerriers initiaux, 3 sont tombés au combat, ce qui leur a valu le titre de glorieux guerriers sans retour. 4 autres ont décidé de tourner le dos à l'empereur, se faisant ainsi appeler les lances de la trahison, et par la suite furent exécutés par leurs coéquipiers, vu qu'ils les avaient trahis. Et les 7 restants, qui eux par contre sont parvenus à repousser l'ennemi et de ce fait à accomplir leur mission, obtenant ainsi le titre de héros, tout simplement. Et donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où les 7 héros sont parvenus à repousser la menace, la vie devait normalement reprendre son cours et la tranquillité devait suivre. Sauf que 20 ans plus tard, les lances de la trahison qu'on croyait morts sont réapparues, avec à leur botte de véritables armées prêtes à semer le chaos dans tout le royaume. Et plus puissant que jamais, personne n'avait la force nécessaire pour les stopper. Personne, sauf un jeune garçon d'apparence elfique nommé Coinzel, que personne ne connaît d'ailleurs. Un garçon inconnu qui vient de nulle part et tellement puissant qu'à lui seul, il est capable de défoncer toute une armée de puissants combattants. Du coup, la question qu'on se pose c'est qui est-il? Que veut-il? Et ça, personne ne le sait. Du moins, pas encore. Alors, pour celui-là, et comme pour les autres, je devais lire un tome pour voir ce qu'il en était. Et au final, j'ai racheté 3 autres tomes pour connaître la suite tellement j'étais dedans. On est typiquement dans de la giga dark fantasy. C'est violent, c'est très sombre, très gore, particulièrement cru. Et il y a des scènes, des fois je vous promets, vous êtes en mode « Mais bordel, comment on peut imaginer ça en fait ?» Après, voilà, on sait direct dans quel sens ça va partir. Perso, dès que j'ai ouvert le premier tome, j'ai compris que j'allais passer un bon moment. Bon, par contre, une fois que j'ai tourné la page, c'était différent. Mais que fait ce cheval à cette pauvre femme? Du coup, bon, inutile de dire que c'est pour public averti. De toute façon, c'est marqué là en tout petit. Si vous n'aimez pas les histoires très gore et les scènes de cul particulièrement explicites, passez votre chemin. Outre ça, on est typiquement sur une histoire de vengeance, de trahison et de guerre de royaume qui, au fil des chapitres, parvient sincèrement à t'envoûter de par sa narration. Bon, parfois, je le redis, ça va excessivement loin, dans le gore et dans le dérangeant, mais il y a quand même quelque chose qui fait que tu restes dans l'histoire parce que les combats sont fous, les plot twists sont magistraux, les révélations arrivent vite, donc t'as pas le temps de t'ennuyer, et honnêtement, elles sont pas mal inattendues. Et du coup, l'histoire qui résulte de tout ça, elle est vraiment fascinante. Et les personnages... par contre là, les personnages c'est assez particulier. En fait, j'arrive pas à aimer le héros. C'est compliqué sans spoil en fait. Mais je crois que la force de cette histoire, c'est justement qu'elle montre une autre facette du héros sauveur aimé de tous. L'histoire, elle est pas la seule à être sombre. Le héros l'est aussi en fait. J'ai même plus tendance entre vous et moi à le considérer comme un anti-héros qu'autre chose. Il a aucune morale, aucune sympathie, aucune classe. Il est cruel, sans limite. Mais ce qui choque dans tout ça, c'est qu'il est l'aspect d'un enfant en fait. Le voir tout petit, tout menu avec sa tête d'enfant, ça rend la moindre de ses actions cruelles vraiment glauque en fait. Surtout quand vous le voyez le faire avec des femmes adultes. Je l'ai dit, il a une imagination débordante celui qui a écrit ça. Bref, j'ai pas envie de vous en dire plus pour pas vous spoil, mais si l'animé respecte le manga, avec forcément de la censure, parce que vu le manga, c'est certain que l'animé censurera certaines scènes. Je pense qu'on peut vraiment avoir un animé très plaisant à regarder. Enfin bref, sachez que l'animé sera disponible à partir du 10 janvier 2025 sur Amazon Prime Video. On continue avec une autre création originale, mais cette fois de la part du studio Mappa, avec Zenshi. L'histoire nous emmène dans le quotidien de Natsuko Hirose, une jeune animatrice qui vient tout juste de commencer sa carrière. Et en vrai, ça devient vite la goth des animés en fait, puisque dès la fin de ses études, elle devient carrément réalisatrice. Et pas une petite réalisatrice de pacotille, non. Dites-vous que son tout premier animé devient très vite un énorme banger en fait. Tout le monde en parle, tout le monde le complimente, et tout le monde le kiffe au final. Et du coup, Natsuko, elle a clairement pas envie de s'arrêter là, et envisage déjà de bosser sur son prochain animé. Ouais, sauf que son prochain animé, il est sur le thème de l'amour. Et Natsuko, elle l'a jamais connu l'amour en fait. Ce qui fait qu'elle n'y connaît absolument rien. Et par conséquent, elle est incapable de créer un storyboard solide. Et c'est à partir de ce moment-là que Natsuko connaît son tout premier échec en tant que réalisatrice. Puisque incapable de produire une bonne romance, la production du film est très rapidement stoppée. Et à partir de là, c'est tout. Ouais, parce que comme je l'ai dit, faut savoir que l'animé est un projet original du studio Mappa. Alors, je sais pas si l'animé mettra en avant le côté très compliqué du métier d'animateur, entre les deadlines à respecter, les entreprises qui n'ont que faire de leurs employés. Avouez que ce serait cocasse quand même de la part de Mappa. Mais ce que je sais, c'est que je suis incapable de spéculer sur cet animé en fait. Ouais, parce que de base, comme ça avec le synopsis, j'aurais tendance à vous dire qu'on va se retrouver là dans un univers purement artistique, à la fois touchant et hyper inspirant comme avait pu le faire un Bakuman par exemple. Et la première bande-annonce me donne raison en fait. On voit clairement que la création artistique, et plus précisément l'animation japonaise du coup, est au cœur du récit. Ouais, sauf que quand on regarde la deuxième bande-annonce, on s'aperçoit que Natsuko se retrouve dans une sorte de monde médiéval avec en plus écrit « Je me suis réincarné dans les chroniques ».
unique. Sauf que, bah, il y a absolument pas précisé que c'est un isekai dans les thèmes en fait. Donc, est-ce que ça parle vraiment de réincarnation dans sa propre histoire et donc auquel cas, elle découvrirait l'amour avec le personnage principal qu'elle a elle-même écrit? Ce qui serait un peu chelou, je vous l'accorde, mais pas impossible pour le coup. Si elle l'a écrit tel qu'il est, c'est qu'elle le considère un peu comme un idéal après tout. Ou alors, est-ce qu'elle va juste alterner entre rêve et réalité? Genre, je sais pas, une sorte de rêve constant qui lui permet de trouver l'inspiration pour écrire son histoire d'amour par exemple? J'en sais absolument rien, je vais être honnête avec vous. Tout ce que je sais, c'est que l'animé est sublime, les musiques sont somptueuses, et l'art a réellement l'air d'être la pièce maîtresse de l'histoire en fait. Et en voyant ça, bah, j'ai clairement l'impression qu'elle pourra interagir dans le monde où elle a été réincarnée, en dessinant ou en réécrivant l'histoire à sa façon. Du coup, si vous aussi vous êtes intrigué, et je suis persuadé que c'est le cas, hein, alors rendez-vous le 5 janvier 2025 sur Crunchyroll. Ah bah c'est aujourd'hui en fait. On continue avec Ameku MD Doctor Detective. L'animé nous emmène à l'hôpital général Tenjikai, hôpital dans lequel Takao Ameku exerce en tant que médecin. Mais pas n'importe quel médecin, puisque elle, son truc, c'est de s'occuper de la prise en charge des patients que les autres médecins ne parviennent pas à diagnostiquer. Du coup, bah chaque jour, elle est confrontée à des cas vraiment chelous en fait. Ça peut aller d'une maladie complètement hors du commun, des affaires de meurtre d'une complexité telle que même les flics sont incapables de les résoudre, sauf que Takao, elle est pas toute seule pour soigner les gens ou élucider les meurtres qui se présentent à elle, puisqu'elle fait en réalité équipe avec un dénommé Yu Takanashi, son assistant qui a récemment été affecté au service de diagnostic général. Et c'est donc ainsi qu'ensemble, au-delà d'être de simples médecins, ils deviennent de vrais enquêteurs. Bon, retour de spéculation ici aussi, puisque en réalité, l'animé est tiré d'un light novel. Et moi, lire un livre sans images, C'est niette. non, je déconne, c'est juste que je l'ai pas trouvé sur internet. Alors, pour celui-là, il y a pas vraiment grand chose à dire, hein. On est typiquement dans l'animé un jour une histoire en fait. Je veux dire, le type d'animé qui nous présente un enquêteur ou une enquêtrice qui va devoir résoudre plusieurs cas sans pour autant avoir un fil rouge dans sa narration, c'est assez commun. Par contre, un animé qui prend place dans un domaine médical réaliste, ça me donne vraiment envie. Oui, bon, alors, vous avez sûrement dû voir qu'il y a un autre plan, que je porte pas les mêmes vêtements que tout à l'heure. Enfin, ceci dit, j'aurais peut-être dû les remettre. Parce que en fait là on est plusieurs jours plus tard après le tournage de la vidéo. Mais je me devais de réenregistrer ce petit ou parce que pour tout vous dire, j'ai vu les 2 premiers épisodes de Ameku MD Doctor Detective, vu que c'est sorti le 1er janvier. Et bon sang, mais c'est une pépite. Genre vraiment. C'est beau, c'est hyper intéressant, musicalement parlant, c'est un pur régal. En même temps la musique est de aimer. On ne peut que aimer. En plus, tu sens vraiment dès l'épisode 1 que l'animé a un potentiel de fou. Non, vraiment, s'il y a un animé que vous devez voir en priorité dans cette liste, celui-là en fait partie. Très clairement. Je pense qu'on est typiquement sur ce genre d'animé complètement sous-estimé, mais qui pourtant sera un chef-d'œuvre. Donc essayez les 2 premiers épisodes et vous verrez, ne le négligez pas à son synopsis. J'aime bien ce côté de analyser une mort à travers un corps, un peu comme la DA du coroner sur YouTube que je trouve absolument grandiose. Donc ouais, voir un animé qui m'enseigne une vraie médecine, non seulement ça peut être hyper instructif, mais en plus on pourrait peut-être apprendre à comment tuer une personne sans laisser de traces. Après je dis ça, c'est juste pour pousser le réalisme à son maximum, hein. Je sais pas, pour me débarrasser d'un truc qui traîne à la cave, hein. Bref, écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire sur l'animé si ce n'est que je le trouve plutôt beau et que c'est l'une des raisons qui me donne également envie de le voir. Enfin bref, quoi qu'il en soit, si vous aussi vous avez envie de découvrir ça, alors rendez-vous le 1er janvier 2025 sur Crunchyroll. On continue avec un autre animé qui va particulièrement plaire aux fans de romance avec Honey Lemon Soda. Nous suivons le quotidien de Uka Ishimori, une jeune fille qui vient tout juste de faire sa rentrée scolaire au lycée. Alors, faut savoir que Ishimori, elle est extrêmement réservée. Elle n'ose parler à personne, a peur du regard des autres et a du mal à s'apprécier elle-même au final, hein. Pourquoi? Eh ben, parce que quand elle était au collège, elle a été victime d'un harcèlement constant. Mais pas un harcèlement physique, non, un harcèlement moral. Ouais, parce que tout le monde l'appelait la pierre, en raison de sa non-expressivité. Ouais, parce que faut savoir que en japonais, Ishimori, si vous enlevez le mot mori, bah ça fait ishi, qui veut dire pierre en français. Voilà. Du coup, bah forcément, elle espère pouvoir recommencer totalement sa vie dans un lycée où elle sera loin de ses anciens camarades. Sauf que, au lycée, elle retrouve des anciennes camarades qui, malgré le changement d'établissement scolaire, ont tout de même décidé de continuer à l'harceler. Mais ce qu'elles ignorent, c'est que Ishimori n'est plus seule. Ouais, parce qu'en fait, le jour de la rentrée, elle s'est faite asperger de soda par un mec d'une nonchalance absolue. Et ce mec, c'est la star du lycée. Et lui, bon, il est complètement différent d'elle, hein. Il dit toujours ce qu'il pense, n'en a rien à foutre des autres, il est vraiment audacieux, peut-être même un peu trop pour le coup, hein. Et du coup, bah la timidité d'Ishimori, elle va le bousculer un peu en fait, au point où il va avoir envie de lui venir en aide, et de chaque jour la bousculer pour enfin qu'elle puisse s'aimer pour ce qu'elle est. Alors, j'ai lu un tome pour celui-là, et
très sincèrement, à la fin de ma lecture, j'ai chopé le diabète. Non, vraiment, on est clairement ici sur une histoire hyper mielleuse, remplie de bonnes intentions et de messages touchants. Les personnages ne sont pas trop stéréotypés, ils ont vraiment un truc qui fait que tu les apprécies instantanément. On sent tout de suite la romance arriver. En même temps, bon, au bout d'une dizaine de pages seulement, l'héroïne prend conscience de ses sentiments. Et voilà quoi, en vrai, j'ai apprécié ce que je découvrais. Mais, je vais être honnête avec vous, ça me paraît beaucoup trop classique pour tenir sur la longueur. Je veux dire, j'ai l'impression que c'est typiquement le genre d'histoire qui va vraiment étirer sa narration pour étendre sa durée. Et j'ai peur que par la suite ça devienne redondant parce que j'ai l'impression que l'auteur ne veut pas prendre de risques avec son histoire. Ce qui me fait dire ça, c'est que non seulement il existe 27 tomes de cette œuvre qui est toujours en cours, mais aussi et surtout parce que à la fin du premier tome, vous avez un petit mot de l'autrice qui met une image de Ishimori en train de tenter de se suicider. Mais avec écrit juste au-dessus, au final, l'histoire n'a pas pris un tournant aussi sombre. Pourtant, je trouve que ça aurait pu donner un petit plus à l'œuvre. Là, en l'état actuel, bah c'est juste mignon. Alors, c'est bien, hein, y a aucun problème là-dessus. Mais avec des choix un peu plus différents, ça aurait pu être mignon et émouvant. Enfin bref, tout ce que j'espère du coup, c'est que la romance ne va pas se limiter aux personnages principaux, parce que au fur et à mesure de ma lecture, bah j'ai découvert des personnages qui méritaient vraiment un développement approfondi. Donc, si possible, avoir une histoire comme Kimi ni Todoke, où les personnages secondaires étaient tous aussi impactants que les principaux au final. Et là, si vraiment c'est ça, je pense que oui, on aura sans doute la romance de la saison, hein, je vais être honnête avec vous. Une histoire qui mélangerait un peu de Skip and Loafer et de Kimi ni Todoke. Bref, l'animé est prévu pour le 8 janvier 2025 sur Crunchyroll. On continue avec un autre animé qui, pour le coup, n'est pas à prendre à la légère, avec From Bureaucrat to Villainess, That's Been Reincarnated. Alors, attention, pour celui-là, ça va aller très vite. Je vous montre juste la première page et vous avez le résumé complet de l'animé. Étape 1, étape 2, étape 3. Il y a même plus de dialogue. Ah bah, pourquoi se faire chier? Non, en vrai, pardon, je suis vraiment médisant pour celui-là parce qu'il est vraiment bien. L'histoire va nous faire suivre celle de Kenzaburo Tonbabayashi, un cinquantenaire japonais, tout ce qu'il y a de plus banal, hein, qui, un jour, après un accident, se retrouve réincarné dans un otome game. Alors, je sais ce que vous vous dites, mais attendez, croyez-moi, ça vaut le coup. Bien évidemment, hein, comme la plupart des animés du type, il se réincarne en Grace Auvergne, la méchante du jeu. Sauf que Kenzaburo, il n'a rien de méchant en fait, au contraire, c'est un père aimant dans la vraie vie, et donc son côté très bienveillant l'empêche d'être pleinement méchant. Et ça, ça fait que l'entièreté du scénario est totalement chamboulée. Au lieu de martyriser l'héroïne, il devient ami avec. Au lieu de semer le chaos, il aide les gens. Et bref, du coup, quand il voit tous ces giga BG, cette héroïne toute gentille, il voit pas un jeu, mais il voit en réalité que des gamins qui lui rappellent sa fille. Et donc, au lieu de les anéantir, il va tout faire pour les aider. Bon alors, je vous le dis tout de suite, les otome games, c'est un bail beaucoup trop répétitif, hein, on va pas se mentir. Il y en a à foison chaque année. Et je vous avoue que perso, je suis vraiment pas le public pour ce genre d'animé. Pourtant, j'ai adoré ma lecture de celui-là. Déjà, faut savoir qu'on est dans une parodie du genre, hein. Bon, je pense que vous l'aurez compris. On vous fait bien comprendre que les réflexions, les agissements, les paroles de cette jeune fille noble sont en réalité celles d'un cinquantenaire otaku qui ne fait qu'utiliser ce qu'il a appris en entreprise, mais aussi en tant que père, pour s'intégrer au mieux à l'académie de magie dont il est maintenant censé être l'anti-héros. Et franchement, c'est drôle, c'est même amusant et même parfois touchant. Non mais vraiment, premier degré, j'ai kiffé. Et non, y a pas de délire chelou, pas non plus de romance en vue, puisqu'il voit réellement les protagonistes comme des enfants et rien de plus. Mais le must de l'histoire, il réside vraiment dans un autre point, que je peux pas vraiment vous décrire parce que sinon je vais tout vous spoil, mais c'est un truc complètement inattendu pour le coup, et vraiment je m'y attendais pas du tout. Bah c'est le but d'être inattendu en fait. Vraiment, j'espère que l'animé sera aussi bon que le manga, enfin du moins aussi divertissant et aussi amusant que le manga, parce que là on peut vraiment avoir ce genre d'animé dont l'histoire n'est pas exceptionnelle, mais qui fait vraiment du bien chaque semaine qui passe. Bref, du coup rendez-vous le 9 janvier sur ADN pour découvrir ça. On continue avec un autre animé très intriguant pour le coup, avec Tasokare Hotel. Le Tasokare Hotel est un hôtel dans lequel il fait noir toute la journée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet hôtel, c'est pas le genre d'hôtel que tu retrouves sur Booking en fait, puisque c'est un hôtel qui se trouve entre la vie et la mort. En gros, c'est un lieu dans lequel les âmes incapables de décider si elles doivent aller dans l'au-delà ou revenir dans le monde présent peuvent se reposer en fait. Et c'est d'ailleurs le cas de Neko Tsukahara, une jeune fille qui ne se rappelle de rien. Qui est-elle? Pourquoi est-elle là? Elle sait pas. Mais justement, afin de retrouver ses souvenirs, elle est guidée par le personnel de l'hôtel. Elle se retrouve alors dans une chambre dans laquelle se trouvent des objets liés à ses souvenirs, pouvant ainsi servir d'indice pour permettre à cette dernière de retrouver la mémoire. Sauf que pour Neko, tout ne va pas se passer comme prévu. Bon, du coup ici je reprends ma casquette de spéculateur, hein, parce qu'on est sur une adaptation de jeu mobile, et alors bon, je sais pas ce que ça vaut parce que j'ai absolument jamais joué au jeu, mais en toute honnêteté, l'histoire du monde entre la vie et la mort où il faut parvenir à se souvenir de ce qu'on a fait dans notre vie pour pouvoir prétendre à la place post-mortem qui nous est due, ça me rappelle une certaine vibe d'Esparade, hein, que j'avais adoré. Donc
selon moi, ça ouvre la porte à des récits introspectifs où chaque client a sa propre tragédie à raconter, créant ainsi une galerie de personnages aussi mystérieux qu'attachants en fait. Bref, écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire, mais je pense aussi que Tasokare Hotel pourrait bien être ce genre d'animé qui commence par un simple mystère et qui finit par explorer des thématiques existentielles, avec des histoires humaines et touchantes. Et franchement, bah j'adore ce genre de vibe, alors ouais, moi ça me donne suffisamment envie pour vouloir tester quelques épisodes. Et du coup, si vous aussi vous êtes intéressé, alors rendez-vous le 8 janvier 2025 sur Prime Video. Autre animé prévu pour cet hiver avec Fugushoku Kanteishi ga Jutsu wa Saikyo datta. L'animé nous emmène dans un monde où les métiers sont donnés à la naissance par Dieu himself. Bon, Dieu, c'est pas son nom de famille, hein, himself, hein, c'est... ouais, vous avez compris. Et Ein fait partie de ce monde, et pour une raison d'originalité inexistante dans cette histoire, il fait partie de ceux qui ont obtenu un métier tout claqué à sa naissance. Ce qui fait que, bah, toute sa vie, il a été utilisé, maltraité, et même trahi par ses compagnons aventuriers qui se sont juste foutus de lui en fait. Du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'il se dit, bon, bah, je suis peut-être pas fait pour être aventurier en fait. Je vais me poser dans la cambrousse et vivre une vie peinard. Sauf que... quand on voit toutes ces waifus qui l'entourent sur l'affiche, on comprend qu'en fait, son métier, il est pas si claqué que ça en fait, hein. Et effectivement, parce qu'en réalité, il possède le métier le plus cheaté qui soit. Écoutez, la vidéo est longue, très peu d'entre vous, je le sais, seront intéressés par cet animé. Alors, je vais juste économiser de la salive en vous disant que j'ai lu quelques chapitres, très peu, et je peux vous dire que c'est exactement la même histoire que tout ça. Donc si vous êtes fan de l'un de ces animés, bah ajoutez-le à votre liste, hein, il vous plaira forcément. Bref, pour les intéressés du genre, l'animé sera disponible le 9 janvier 2025 sur Crunchyroll. Autre animé prévu pour cet hiver avec Bogus Kill Fritz Master. Écoutez, la vidéo est déjà très longue et je sais pertinemment que très peu d'entre vous seront intéressés par celui-là. Alors je vais économiser de la salive en vous disant que j'ai lu quelques chapitres, très peu, et c'est exactement le même que celui que je vous ai présenté avant. Mais sans déconner, c'est tout pareil. Sauf que là, le pitch, c'est que ce sont des fruits spéciaux qui attribuent des compétences spéciales. Et notre héros, bah il a chopé le pouvoir le plus claqué qu'un fruit puisse donner. Sauf que son pouvoir, il est loin d'être cheaté, au contraire, c'est le plus puissant qui soit, blablabla. J'ai l'impression de vous avoir fait un résumé en double, c'est quoi cette merde? Et tout pareil, de l'histoire jusqu'au harem, au côté surpuissant, tout. Du coup, si vous avez mis l'animé précédent dans votre liste, bah mettez celui-là aussi, hein. Ah bah ça vous plaira forcément, j'en suis sûr. Bref, l'animé est prévu pour le 31 décembre 2024 sur Crunchyroll. Ah ouais, la vache, ça nous rajeunit pas, hein. Il est sorti l'année dernière. On passe maintenant à un animé original avec Momentary Lily. L'animé nous emmène dans un monde futuriste, dans lequel les humains ont pratiquement tous été décimés par des envahisseurs robotiques. Enfin, il reste tout de même quelques irréductibles humains, comme Range, par exemple, une jeune femme qui non seulement n'a absolument aucun souvenir de son passé, mais qui en plus de ça, semble posséder d'étranges pouvoirs. Et elle n'est pas la seule à en posséder, puisqu'un jour, elle rencontre 5 autres jeunes femmes, toutes dotées elles aussi de capacités uniques. Et c'est de cette manière que ces 5 jeunes femmes feront tout pour survivre, tout en essayant de comprendre qui sont-elles réellement. Alors, pour celui-là, je suis obligé de revenir aux sources en spéculant, parce que pour le coup, on est ici dans un animé original du studio Go Hands. Oui, celui-là même qui a fait cet animé. Bon, ceci dit, rassurez-vous, hein, ils n'ont travaillé que sur l'animation, pas sur l'histoire. Ouf. Et en vrai, quand je vois les plans sublimes que la bande-annonce a l'air de mettre en lumière, quand je vois ces tignasses qui ont l'air d'être des personnages à part entière tellement elles sont bien animées, et que je vois ces gigabastons ainsi que toute cette bouffe, bah je peux pas m'empêcher de ressentir un certain intérêt pour l'œuvre en fait. L'histoire d'un monde dominé par des robots particulièrement hostiles, ça peut être sympa comme histoire, puisque ça peut donner lieu à un univers dystopique, où les héros n'ont qu'un seul objectif, survivre par leurs propres moyens, trouver de quoi manger, trouver des endroits safe pour se reposer après un combat violent, et justement, c'est là que ça devient intéressant, parce que au-delà du côté survivre et se battre, je me dis qu'on pourrait avoir une vraie dimension humaine qui ressort de cet animé. Le fait que ce soit 5 filles qui partagent ce quotidien de galère et de combat, bah ça ajoute ce petit côté famille improvisée en mode Licorice Licoil ou alors Madoka Magica. Même si très honnêtement je doute clairement que cet animé parte dans une vibe aussi déprimante que Madoka. Mais là où ça devient encore plus intriguant, c'est cette histoire de pouvoir mystérieux et de trou de mémoire. Alors si on pousse la spéculation à son paroxysme, on pourrait se retrouver avec, je sais pas moi, des révélations du genre et si ces filles étaient elles-mêmes des créations hybrides des envahisseurs robotiques par exemple. Peut-être que leurs pouvoirs viennent justement de la technologie ennemie, et qu'elles sont autant une solution qu'une menace pour l'humanité restante en fait. Bon, le truc qui m'intrigue par contre, c'est que quand vous regardez les bandes annonces, bah déjà vous comprenez que dalle tellement ça pète de partout, j'ai failli choper un glaucome en les regardant. Mais aussi et surtout que sur l'une d'entre elles qui ne dure que 1 minute, vous avez 10 plans de cul et de nibar. Ouais, je les ai comptés. Mais c'est uniquement à titre informatif. Le pitch a l'air bon, les combats ont l'air bons aussi, mais ce qui me fait peur, voilà, ce sont les personnages. J'ai peur que le fait de mettre 5 filles qui, d'après ce que je vois, ont toutes l'air d'avoir une personnalité ultra stéréotypée, bah ce soit juste un prétexte pour montrer du fanservice à gogo. Bref, l'anime est prévu pour le 2 janvier 2025 sur Crunchyroll.
On continue avec I'm a Noble on the Break of Ruin. Lui, c'est un mec qui ne devrait pas être dans ce corps. Ouais, parce que dès le début de l'histoire, on nous apprend que ce mec, qui à la base était un simple roturier, vient tout juste de se réincarner dans ce corps qui n'est pas le sien. En fait, c'est celui de Liam Hamilton, ancêtre de Lewis, qui se trouve en réalité être un noble issu d'une famille très prestigieuse. Alors, pourquoi a-t-il pris possession de ce corps ? Et en vrai, il s'en bat les couilles, hein. Mais genre, vraiment, tout ce qu'il voit, ce sont les opportunités que ce corps lui permettront d'obtenir. Comme celle d'apprendre la magie, par exemple. Sauf que, bon, on est dans un animé low cost avec une histoire écrite par un mec qui s'est inspiré des 354 127 œuvres qu'il a vues précédemment. Et donc, quand il voit son pote, qu'il ne connaît que depuis 12 minutes, hein, du coup, il lui révèle son intention d'apprendre la magie. Et là, bah non, tu ne peux pas en fait, parce que seuls les gens uniques et exceptionnels peuvent apprendre la magie. Ce qui veut dire pratiquement personne. Abandonne l'idée, tu perds ton temps en fait. Page suivante, il prouve qu'il est capable d'utiliser la magie, tout le monde est choqué, il devient surpuissant à tel point qu'il passe du mec le plus insignifiant à celui qui pourra sauver tout un royaume qui de base lui est totalement étranger. Héros surpuissant, duo de waifu qui ne sert qu'à être subjugué par la puissance du héros, histoire aussi prévisible que le résultat d'un test d'alcoolémie effectué au PMU à côté de chez moi, et similitude bien trop fréquente avec toutes les œuvres du même style que vous avez déjà vues. Voilà, pas besoin d'en dire plus que ça en fait, c'est du déjà vu, point. Bon, quoi qu'il en soit, sachez que l'animé sera disponible à partir du 6 janvier 2025 sur Crunchyroll. Au moins c'est dit. Autre animé que j'attends énormément pour cette saison, avec Medalist. Tsukasa n'avait qu'un seul rêve, devenir un athlète pro du patinage artistique. Seulement, voilà, entre rêve et réalité, y a un énorme pas. Je rêve d'avoir de la YouTube money à foison, mais la réalité fait que je suis destiné à être pauvre. Du coup, malgré tous les efforts qu'il a mis dans sa pratique sportive, malgré tous les espoirs qu'il avait, il n'a jamais réussi à atteindre le niveau qu'il souhaitait. Aujourd'hui, âgé de 28 ans, il se retrouve au chômage, forcé de chercher un taf pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais la vie étant une sale race jusqu'au bout, il trouve pas. Et du coup, pour s'échapper de toute cette tension perpétuelle, il continue d'aller patiner pour son propre plaisir. C'est d'ailleurs à la patinoire proche de chez lui qu'un jour, il tombe sur une petite fille qui, au lieu de payer un abonnement comme tout le monde, soudoie le gérant de la patinoire avec des vers de terre afin de bénéficier d'un accès gratuit. Oui, des vers de terre. Mais il y a une raison à ça, vous verrez. Et ça, ça énerve le puriste qu'est Tsukasa, hein, pour qui il est intolérable de profiter de la patinoire gratuitement. On rappelle que Inori n'a que 11 ans. Ce mec a donc un sans cœur. Mais c'est en la découvrant petit à petit qu'il se rend compte que la jeune fille a vraiment l'air d'avoir un don pour le patinage en fait. Et qu'afin de réaliser ses rêves, Tsukasa prendra la décision de devenir son entraîneur personnel. Qu'importe ce que les gens penseront d'elle, il est bien décidé à la mener à la médaille d'or des JO. Alors, je vais pas vous mentir, mais le patinage artistique de base, on n'est pas spécialement quelque chose à foutre, hein, je vais être honnête. Le seul patineur que je connais, c'est Philippe Candeloro. Non mais lui, ça fait bien longtemps qu'il patine plus. Bah justement, c'est pour ça que je le connais. Mais très honnêtement, j'ai lu le premier tome et waouh, j'ai pris une vraie claque en fait. Mais sincèrement, hein, là où le manga m'a vraiment eu, c'est au niveau des émotions en fait. Medalist, c'est une sorte d'ode à l'échec et à la persévérance. Tu sens toute la douleur de Tsukasa, son sentiment d'être passé à côté de sa vie et cette rage intérieure qui transforme en dévouement total pour Inori. Et Inori, c'est ce mélange parfait de fragilité et de détermination. Quand tu vois cette gamine lutter pour exprimer ses rêves, en fait, tu peux pas t'empêcher de vouloir la voir réussir. Et quand t'as un duo aussi bien foutu, quand t'as un duo aussi fusionnel, direct ton attention elle est captée par leurs aventures. C'est attendrissant, c'est doux, c'est inspirant, c'est beau, franchement c'est une pépite. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas dans une histoire simpliste en mode si tu travailles dur, tu réussiras. De toute façon, Tsukasa est la preuve vivante que le travail acharné ne suffit pas, j'ai envie de dire. Et moi aussi, d'une certaine manière. Dans Medalist, tu vois des échecs, des moments de doute, des moments extrêmement humains. Il y a une vraie profondeur dans les émotions et dans la manière dont le sport est traité. Et au final, c'est tout ça qui fait que quand j'ai refermé le premier tome, j'avais qu'une seule envie, foncer, aller acheter la suite. Le truc c'est que je suis fauché, alors j'ai préféré attendre l'animé. Hein. Mais si l'animé arrive à capturer ne serait-ce que la moitié de cette intensité émotionnelle et de cette beauté visuelle, si tout ça est respecté, alors on tient là une pépite absolue. Vous savez, un de ces animés qui vous feront pleurer, frissonner et qui vous rappelleront pourquoi vous aimez autant ces histoires de persévérance. Et du coup, pour découvrir ça, il faudra attendre le 5 janvier, qui est aujourd'hui, en fait, pour ceux qui n'auraient toujours pas décuvé, et aussi se rendre sur Disney+. Eh merde. Bon, faites tourner l'info, hein. Ce serait étonnant que Disney fasse son travail. On continue avec un autre animé qui m'intrigue beaucoup pour le coup, avec Promise of Wizard. Akira Masaki est une jeune femme qui, par une nuit de pleine lune, s'est malheureusement égarée dans un autre monde. Un monde qui d'ailleurs est formé de 5 pays dans lesquels sorciers et humains coexistent. Bon alors, tout ce qu'elle sait de ce monde, c'est que une fois par an, t'as une gigantesque lune qui apparaît et qu'on surnomme la Grande Calamité, qui vient menacer la prospérité des habitants à cause de son immense pouvoir. Outre ça, elle sait pas grand chose du monde dans lequel elle est arrivée en fait, hein. Mais par la suite, elle apprend qu'en fait, elle est pas arrivée par hasard dans
ce monde. Non, elle a été invoquée en tant que sage venue d'ailleurs. Et son but, c'est de lutter contre cette catastrophe aux côtés des sages sorciers. Mais la pression sur ses épaules, elle va au-delà d'un simple combat pour l'humanité en fait. Parce que sa mission, elle ne va pas juste se résumer à lutter contre cette catastrophe. Non, elle va également se résumer à être une sorte de médiatrice entre les humains et les sorciers qui, disons-le, ne peuvent absolument pas se piffrer. C'est alors qu'Akira fera tout pour rallier humains et sorciers à sa cause et ainsi assurer un meilleur avenir pour ce monde. Bon, je peux pas vous dire grand chose sur cet animé parce qu'il faut savoir qu'il est issu d'un jeu vidéo que je n'ai jamais fait. Donc voilà, comme ça c'est fait. Tout ce que je peux dire c'est que l'histoire, les bandes annonces, les musiques, l'ambiance, je veux pas trop m'avancer mais ça sent réellement l'histoire à la fois onirique et vraiment impactante. Ouais, parce que là où Promise of Wizard pourrait vraiment briller, c'est selon moi dans sa capacité à tisser des liens profonds avec ses personnages. Faut pas oublier que l'animé est basé sur un jeu narratif. Du coup, je pense que ça peut laisser présager un développement poussé des personnages, où chacun semble avoir ses propres blessures et motivations. Et en plus, d'après ce que j'ai lu dans les avis du jeu, j'en ai déduit que l'histoire n'est peut-être pas juste une aventure classique contre un ennemi commun, mais plutôt une quête intime, où chaque victoire se joue autant sur le champ de bataille que dans le cœur des protagonistes. Et du coup, ça me hype. Bref, quoi qu'il en soit, si vous aussi vous êtes intéressé par cet animé, ou si vous avez fait le jeu et que vous avez tellement kiffé que vous souhaitez voir son adaptation, rendez-vous le 6 janvier sur Crunchyroll. Les fans de romance vont encore être servis cet hiver avec Crack pour moi Medaka. Mona Kawai est une lycéenne qui porte parfaitement son nom, puisque sa particularité, c'est qu'elle est extrêmement jolie. Et ça, elle le sait très bien, puisqu'elle en joue totalement. Elle aime vraiment que tous les garçons soient à ses pieds. Enfin, tous, sauf un en fait. Medaka, un étudiant qui vient tout juste d'arriver dans la classe de Mona. Sauf que lui, il en a rien à foutre d'elle, Mais genre, vraiment. Et ça, Mona, elle peut pas le supporter en fait. Elle veut vraiment que tous les garçons soient fous d'elle. Et donc, elle est bien décidé à faire craquer Medaka. Et pour ça, tous les moyens sont bons, Faire des poses chelous, exposer ses guibolles, montrer sa culotte, ses nibards. Ouais. J'ai acheté le 2e tome. Mais malgré tous ces efforts, Medaka, il reste hyper distant. Il en a vraiment rien à foutre. Enfin, ça, c'est ce qu'elle croit en fait. Parce que, en réalité, Medaka, il est pas du tout insensible, Au contraire, loin de là même. Il est à deux doigts de craquer tellement elle est mignonne en fait. Mais le truc, c'est qu'il a grandi dans un temple bouddhiste. Donc, il veut juste rester pur et suivre les préceptes de Bouddha. Et donc, essayer du mieux qu'il peut d'éviter la tentation. Voilà. Et c'est comme ça, du coup, que commence un jeu du chat et de la souris version séduction, dans lequel Mona fera tout pour que Medaka craque pour elle, et où Medaka fera tout pour résister aux avances de Mona. Alors, quand j'ai découvert les premiers chapitres, je vous avoue que je savais pertinemment que j'allais le drop. Et puis, au fur et à mesure de ma lecture, j'ai trouvé ça pas si mal en fait. Alors, oui, vous avez parfois des scènes vraiment abusées et hyper clichés. Les premiers chapitres sont très basés sur l'utilisation du corps féminin pour parvenir à séduire un homme, ce qui est, même pour un homme de goût comme moi qui aime les nibards, un peu lourd tellement c'est répétitif. Mais avec le temps, Mona, elle se rend compte que son corps n'est pas le seul moyen de séduire un garçon. Et donc, plus l'histoire avance et plus l'intrigue joue avant tout sur les mots et les situations pour réussir à créer une sorte de quiproquo amoureux à la fois amusant et assez divertissant. Alors, clairement, c'est sans doute la romance de cette vidéo que je vous recommande le moins, qu'on soit d'accord. Mais en soi, c'est pas non plus extrêmement mauvais. Vous savez, ce genre d'animé qui a une intrigue vraiment bancale, qui est blindé de clichés et de stéréotypes vraiment abusés, avec des situations vraiment répétitives, mais qui fait tout ça assez bien pour parvenir à séduire les adeptes de comédie romantique. Enfin bref, j'ai pas grand chose à dire, j'ai lu 2 tomes, c'était vraiment cool, mais pas vraiment mémorable. Bref, l'animé est prévu pour le 6 janvier sur Crunchyroll. Et on termine avec la plus grosse attente de tous ceux qui sont actuellement en train de regarder cette vidéo, avec Sakamoto Days. Taro Sakamoto était connu pour être le tueur à gages le plus impitoyable du milieu. Mais genre, vraiment, il était efficace, hyper balèze, très professionnel, et en plus, il avait de beaux et soyeux cheveux longs, de quoi rendre jaloux l'agent 47. Le truc, c'est qu'un jour, il est tombé amoureux d'une dénommée Aoi, et son amour pour elle a fait qu'il a totalement arrêté son taf de tueur à gages pour vivre d'amour et d'eau fraîche avec elle. Il l'a épousée, il a eu une fille avec elle, et après ça, il a pris beaucoup de poids. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un simple caissier sans histoire qui profite de sa vie de mari et de père. Sauf que, bon, quitter une organisation de tueurs à gages, ça se fait pas sur un coup de tête, Et du coup, le syndicat des assassins, toute entreprise mérite d'avoir un bon syndicat, il a décidé d'offrir une prime pour son élimination, de quoi donner envie à tous les tueurs à gages en quête de richesse, mais surtout de reconnaissance, de se confronter au tueur à gages légendaire qu'était Sakamoto. Bon, je pense que j'ai vraiment pas besoin d'argumenter pour Sakamoto Days, Vous savez, chaque saison, il y a toujours un animé qui se démarque de par l'engouement et l'attente qu'il crée au sein de la communauté whip que nous formons. Et cette saison, cet animé
en question, bah c'est Sakamoto Days. Alors perso, c'est pas du tout pour faire le flexeur, mais pour une fois, contrairement à Dan Dadan ou Kaiju numéro 8, pour citer les saisons précédentes, je suis complètement à jour sur Sakamoto Days tellement l'œuvre me fascine. Et très honnêtement, c'est rare que je suive un manga du début à sa fin avec une telle assiduité, hein. Mais pour le coup, Sakamoto Days, c'est tellement particulier que dès que tu te plonges dans son univers, tu sais que c'est pas juste pour quelques épisodes. Pourtant, l'œuvre, elle a tout ce que les autres shonen ont, hein. De la bagarre excellente, des personnages rivaux mais qui s'apprécient tout de même, des méchants badass, une tension perpétuelle. Mais je sais pas, Sakamoto Days, plus qu'une histoire géniale, c'est aussi et surtout une ambiance en fait. Découvrir la vie de famille de Sakamoto, rencontrer sa femme qui est vraiment exceptionnelle dans sa façon d'être, sa fille qui est si insouciante, ses collègues de travail qui l'embauchent au fur et à mesure et qui sont exactement comme lui. Au final, c'est quand tu rencontres tout ce joli monde, que tu apprends à les connaître, que tu t'immisces dans leur vie privée et que tu les suis dans leurs aventures, que tu t'attaches pleinement à ce que tu vois et que plus que de simples personnages stéréotypés, ils sont avant tout des gens auxquels tu t'attaches sincèrement et dont suivre les aventures, tantôt violentes, tantôt attendrissantes, se révèle juste être un pur kiff. Parce que je le redis, mais l'œuvre prend tout ce que vous avez dans les shonen qui marchent, que ce soit les liens entre les personnages qui sont vraiment uniques, les héros extrêmement badass, la transformation du héros en un être plus puissant aussi, mais ça je vais pas vous en parler, je vous laisserai le découvrir en regardant l'animé parce que c'est quelque chose d'assez particulier. L'humour, l'action, le dynamisme, les plot twists, après tout ce que j'espère en voyant les bandes annonces, c'est juste que l'animé sera à la hauteur du manga. Oh putain, ça y est, je commence à faire le puriste. Bref, du coup l'animé sera disponible à partir du 11 janvier sur Netflix, et voilà, j'ai vraiment hâte qu'on en parle tous ensemble parce que je pense que ça va être quelque chose d'assez fou. Bon, normalement à ce stade de la vidéo, toutes bonnes résolutions que vous avez faites au début de l'année quant à reprendre votre vie en main ont complètement été anéanties. De rien. Et pourtant, on est loin d'avoir fini, parce qu'il reste encore les suites à découvrir les amis. Et là aussi, il y a de quoi faire. Et on commence avec une énorme suite, puisque c'est ni plus ni moins que la saison 2 de Solo Leveling qui a été annoncée pour cette saison. Bon alors le pitch, vous le savez sûrement, mais bon, soyons un peu fous dans cette vidéo. Vous le savez maintenant, Sun Jinwoo est un nécromancien surpuissant. Et du coup, dans cette saison, on va le voir s'attaquer à des donjons de rang S, finger in the noise, comme on dit en Espagne. Sauf que, même avec une armoire à glace à ses côtés, je parle de Igris, hein, si jamais, bah, tout ne va pas se passer comme prévu. Solo Leveling fait partie des plus grosses attentes de tout le monde, hein, on va pas se mentir. C'est certes extrêmement classique, mais l'animé offre tellement ce que tout le monde veut que ça en devient un banger en fait. Donc du coup, ouais, personnellement j'ai extrêmement hâte de me plonger dans cette saison. Et du coup, si vous aussi, ce dont je ne doute pas, sachez que la saison sera prévue pour 13 épisodes et sortira le 5 janvier sur Crunchyroll. Autre très gros retour pour cet hiver avec la saison 2 des Carnets de l'apothicaire. Alors, cette deuxième saison reprend directement après les événements survenus dans la première. On va suivre Mao Mao et Jinchi qui vont plonger au cœur d'enquêtes encore plus dangereuses alors que le palais est secoué par des tentatives d'assassinat et des tensions politiques grandissantes. Encore une fois, les Carnets de l'apothicaire, bon certes, j'ai pas fait de vidéo dessus donc vous savez pas vraiment ce que j'en pense, mais vraiment, c'est banger en fait. Comment on peut détester les Carnets de l'apothicaire? Je sais même pas si ça existe des gens qui le détestent. Du coup, oui. Alors faut savoir aussi que cette saison est prévue pour 24 épisodes, donc une diffusion qui durera jusque juin. En vrai, on va tellement bien manger cette année. Et du coup, ce sera diffusé à partir du 10 janvier sur Crunchyroll, et voilà, la hype est absolument immense. Dr Stone revient également cet hiver avec son arc final intitulé Science Feature. Bon alors, cet arc sera divisé en 3 parties, et dans cette première partie, on retrouvera Senku et son équipe qui se lanceront dans l'ambitieux projet de conquête lunaire pour stopper Wyman. Mais avant de viser les étoiles, direction l'Amérique pour récolter du maïs, indispensable à la fabrication de l'élixir de dépétrification. Cette première partie est prévue pour 12 épisodes, elle sortira le 9 janvier sur Crunchyroll, et voilà, perso va falloir que je me bouge parce que j'ai un peu beaucoup de retard sur Dr Stone. Enfin, le retour de l'une des meilleures romances qui soit, et vous pouvez dire ce que vous voulez, je m'en fous, c'est ma vidéo. Et dans cette saison, les épreuves de Mio sont loin d'être terminées, parce qu'après avoir trouvé un amour inattendu auprès de Kiyoka, elle va devoir faire face à un nouveau défi, convaincre sa future belle-mère qu'elle mérite sa place à ses côtés. Alors, même si j'en aurais voulu plus, cette deuxième saison est prévue pour un total de 13 épisodes, qui d'ailleurs nous promettent encore une fois plein d'émotions et plein de tensions familiales, hein. Bref, rendez-vous le 6 juillet sur Netflix pour découvrir ça, et personnellement, j'ai vraiment très hâte. Cet hiver, Blue Exorcist revient également avec sa seconde partie de sa saison 4. Et en vrai, ça va, on n'a pas eu trop longtemps à attendre, hein. Alors cette suite de 12 épisodes verra Rin explorer les mystères de son passé sous la guidance de Mephisto, tandis que les chevaliers de la Croix-Vraie se préparent à une menace imminente. Le truc c'est que, vous l'imaginez bien, sinon il n'y aurait pas de nouvelle saison, rien ne va se passer comme prévu. Notez que cette deuxième partie sera disponible à partir du 4 janvier sur Crunchyroll. Alors là, je m'y attendais absolument pas, mais Les 100 petites amies qui t'aiment à en mourir revient également pour une nouvelle saison. Bon, visiblement ça a eu un certain succès au Japon, hein. On se demande pourquoi.
perso, j'avais arrêté l'animé après avoir fait ma vidéo dessus, donc je peux pas vraiment vous dire ce qu'il en est de cette deuxième saison, parce que bah j'ai pas fini la première, mais je vous avoue que moi qui pensais que l'animé n'allait jamais tenir sa promesse d'incorporer autant de waifu à son récit, bah ça me donne vraiment envie de me replonger dans l'œuvre en fait, ça me rend vraiment curieux de savoir comment ils vont pouvoir faire pour introduire toutes ces waifus. Et aussi parce que je vous avoue que faire une vidéo sur le sujet c'était vachement drôle quand même. Donc du coup, ouais, je verrai pour lui donner une chance, et si vous aussi, alors rendez-vous le 12 janvier sur Crunchyroll pour découvrir ces 12 nouveaux épisodes. J'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on l'attend, mais c'est bon, elle est enfin là, la saison 2 de Toilet Band Hanako-kun. Et autant vous dire que je l'attends avec une hype monumentale celle-là. Bon, en même temps je dis ça pour toutes les saisons, donc bon, j'ai envie de dire... Non, franchement, la première saison m'avait totalement accroché. Après c'est peut-être parce que j'ai regardé ça pendant le confinement en binge-watch, mais vraiment j'avais surkiffé. Et cette suite, en vrai, elle semble aussi prometteuse que la première, avec toujours plus de mystère et d'émotion. Parce qu'il faut savoir que là on va suivre Nene, Hanako et Ko se lancer dans la fête des étoiles du monde des esprits. Mais bien sûr, bon bah encore une fois, rien ne va se passer tranquillement. Donc ouais, au vu des bandes annonces et tout, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et si vous aussi, alors sachez qu'il y aura 12 épisodes prévus pour le 12 janvier sur Crunchyroll. Castlevania Nocturne revient également pour une seconde saison. Alors autant vous dire que je n'ai jamais regardé l'animé, j'ai juste poncé certains jeux de la licence, donc je peux pas vraiment épiloguer sur le sujet. Tout ce que je peux vous dire sur cette seconde saison, c'est qu'elle mettra en scène Richter Belmont et Alucard, qui devront se battre contre la redoutable, et là je vais galérer, Ersebet Batory. Désolé pour la prononciation chaotique, hein. Donc ouais, au vu des bandes annonces et au vu du synopsis, ça promet des bastons épiques et du bon gros lore vampirique, hein, si vous voulez mon avis. Peut-être même que ce sera l'occasion pour moi de m'y mettre d'ailleurs, mais je verrai parce qu'il y a déjà énormément de choses à regarder cette saison. Donc c'est pas gagné. Bref, l'animé est prévu pour le 16 janvier sur Netflix. Autre animé que je n'ai pas vu mais qui revient également pour une seconde saison, Unnamed Memory. Bon, malheureusement j'ai pas vu la saison 1, hein, comme je viens de vous le dire, donc j'ai entendu du bien sur cet animé, donc je pense que j'essaierai de m'y mettre pour voir. Du coup je vais essayer d'éviter de spoiler en cherchant quoi que ce soit sur cette saison 2, et tout ce que je peux vous dire au final c'est que bah, cette saison est prévue pour le 7 janvier sur Crunchyroll. Encore un retour d'un énième animé qui prend la poussière sur ma liste, avec la saison 2 de Ishura. Alors j'en ai pas vraiment entendu beaucoup parler de celui-là pour le coup. Bon après vous me direz il est sur Disney+, hein, donc logique d'une certaine manière, mais quand même en entendre zéro parler, c'est assez étrange, non? Je sais pas, ou alors c'est moi qui suis aveugle, hein, c'est peut-être possible. Mais en tout cas ceux qui l'ont vu, l'animé il vaut le coup ou c'est juste aux F tiers? Enfin bref, excusez-moi de prendre cette annonce pour un salon de thé, mais ne l'ayant pas vu je peux pas vraiment vous parler plus en détail de cette nouvelle saison quoi, donc, du coup sachez juste qu'elle est prévue pour le 7 janvier et sur Disney+, malheureusement. Autre suite annoncée avec celle de Grisaya Phantom Trigger. Alors là c'est un peu particulier parce qu'il s'agit d'une suite de plusieurs épisodes d'un film diffusé en 2020, que je n'ai pas vu, hein, bien évidemment. Du coup j'ai fait des recherches, hein, et je dois avouer que bah ça a l'air bien en vrai. Des espions, du terrorisme, de la castagne. Non je sais pas, cette annonce me donne envie de découvrir la série en fait. Bon alors, je suis désolé pour les puristes, hein, j'y connais absolument que dalle dans la licence, donc je peux pas vraiment vous dire de quoi va parler cette série précisément, malheureusement. Mais je peux tout de même vous dire qu'elle sera diffusée à partir du 1er janvier sur Crunchyroll, et que bah vous savez déjà en fait. Autre très grosse annonce avec le retour de Fate, et plus particulièrement de Fate Strange Fake, qui est une suite directe du film Fate Strange Fake Whisper of Dawn. C'est dur à dire quand on a plus de salive, je vous promets. Alors, je savais pas si je devais incorporer cette série dans les suites ou dans les nouveaux animés. Pour tout vous dire, je suis pas du tout à jour sur la série des Fates en fait. J'ai regardé plusieurs saisons, hein, et que j'ai adoré même. Mais bordel, c'est un casse-tête sans nom votre animé là. J'aimerais vraiment m'y plonger sérieusement, mais à chaque fois j'ai vraiment l'impression de commencer par ce qu'il faut pas en fait. Enfin bref, le pire c'est que cette saison me hype vraiment, mais je sens que si je la regarde, je vais rien piger, donc bon voilà. Quoi qu'il en soit, cette saison est prévue pour le 31 décembre 2024, donc l'année dernière. Non, je vais arrêter avec cette vanne. Et diffusée sur Crunchyroll. Voilà. Et enfin, l'annonce qui me rend le plus heureux de toute cette vidéo, avec le retour de la seconde partie de la saison 3 de Re:Zero. Bon, je pense que si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez pertinemment que Re:Zero est à jamais dans mon cœur. Et en vrai, on va pas se mentir, cette première partie, elle était somptueuse. Du grand Re:Zero comme il sait faire. J'ai encore le monologue de Subaru dans la tête tellement il était frissonnant. Et vu comment on nous a laissé à la fin, sur ce cliffhanger de folie, j'ai vraiment très hâte de reprendre l'animé et de découvrir ce qui attend Subaru en fait. Surtout que bon, on m'a sorti le T'es pas prêt no jutsu, hein. Donc bon, évidemment que ça me hype encore plus. Bon, bien sûr, il y aura une grosse vidéo sur le sujet qui sortira à l'issue de cette saison 3, donc je vais éviter d'épiloguer ici, hein, c'est pas le but de cette vidéo, mais je le sens avec cette seconde partie, on va extrêmement bien manger. Et non, je dis pas ça par rapport à ma haine pour l'évêque de la gourmandise. Par contre, faites revenir Rem quand même. Bref, cette deuxième partie est prévue pour le 5 février. Ouais, ça va être long, ouais. Et sera diffusée comme d'habitude sur Crunchyroll avec un total de 8 épisodes. Bref, voilà ce qui conclut cette énorme vidéo. Je suis encore une fois vraiment désolé pour le temps qu'elle dure. J'espère que ça a pas été trop chiant à regarder pour vous. En tout cas pour moi ça a été très chiant à monter. Ne vous sentez pas obligé de tout regarder, hein. Si vous voulez vraiment un anime en particulier, allez à l'endroit précis de la vidéo et basta. Bref, je vais pas m'attarder sur cet outro parce que j'ai crevé. Je vous le cache pas, j'ai crevé. Je vais juste aller profiter
profiter, me reposer et découvrir les animés de cet hiver tranquillement, loin de logiciels de montage, loin du PC. Bref, du coup, laissez-moi une dernière fois vous souhaiter une très bonne année 2025. La santé, surtout, c'est le plus important. Et sur ce, j'ai très hâte de passer l'année avec vous. Mais en attendant, je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.